On était sur le volcan, on entend un bruit extraordinaire, on a l'impression que le volcan va rentrer en éruption. Il est quasiment grand comme la France, il est haut comme 3 fois l'Everest. Des lacs de lave qui font 200 km de diamètre, des coulées de lave qui font 1000 km de long, des projections qui font 200 km de hauteur. Les dinosaures disparaissent tous, assez brusquement, ainsi que plein d'autres espèces. La chute de la météorite aurait pu déclencher une éruption. On pourrait s'attendre à partir de 2006, plus ou moins, à un autre Big One, et tout le monde le sait. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle qui m'aide tout simplement à avancer au sein de ce podcast, c'est-à-dire de mettre 5 étoiles sur à la fois Spotify dans la section à propos que tu retrouves sur mon profil, mais aussi sur Apple Podcast. Tu descends tout en bas sur mon profil et tu as la possibilité d'ajouter 5 étoiles. Tu peux aussi également contribuer au podcast et à ses projets à travers une petite cagnotte qui est en description. Tu donnes le montant que tu veux, que ce soit 1 centime, 10 euros, 5 euros, tu donnes absolument ce que tu veux, d'accord ? Une petite dédicace sera faite si toutefois tu en fais une. D'ailleurs, je suis toujours pas allé vérifier si on m'avait donné quelque chose pour le moment. Mais voilà, ça me tiendra très à cœur si tu le fais, parce que ça contribuera à l'achat d'éventuellement de caméras pour que j'arrête de me filmer avec mon iPhone, par exemple, même si ça va très bien pour le moment. Et puis plein de petites choses comme ça. Bref, j'arrête de déblatérer les amis, j'espère que ça va aujourd'hui. J'enregistre cette introduction en soum juste avant la sortie du podcast, parce que j'avais oublié de le faire à la sortie de l'épisode avec Jacques-Marie. Très content que cet épisode sorte aujourd'hui avec un volcanologue. Je remercie amplement Jacques-Marie et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'accueillir sur le podcast. Ça me fait tellement plaisir d'accueillir des personnes comme ça qui sortent de l'ordinaire, si je puis dire. C'est pas tous les jours qu'on va parler à un volcanologue, c'est pas tous les jours qu'on va parler à un chasseur d'orage comme j'aurais pu le faire il y a maintenant près de 2 mois. Tout ça, c'est vraiment la constituante, la composante même de mon podcast. En long, en large et en travers, on exploite absolument tous les domaines, à la fois ce qui me plaît, mais aussi ce qui peut éventuellement te plaire de ton côté à toi. Et j'en doute pas que ça va te plaire, parce que franchement, c'est juste trop bien, quoi. Qui n'aime pas les planètes, qui n'aime pas la Terre, tout ce qui se passe sur Terre, quoi. Enfin bref, j'espère que ça te plaira. Je parle pas forcément plus, en espérant que ça te plaise, et puis voilà, let's go pour l'épisode avec Jacques-Marie, et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un solo, les amis. La bise, et puis en espérant que l'épisode vous plaise. Let's go. Hop, je fais mon petit clap de départ pour le micro pour la synchronisation. Jacques-Marie, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'ai envie de dire, c'est un honneur, vraiment. C'est vraiment un honneur, parce que j'ai pu faire donc mes petites recherches sur toi en amont. Et je me suis aperçu du trajet et de la vie que tu as eue, et des nombreuses interviews aussi que tu as eu la chance de faire, notamment à la télévision. Et donc, c'est vrai qu'en regardant ces vidéos hier, je me suis dit, je suis quand même content, parce que quand j'ai créé ce podcast, jamais je me serais dit qu'un jour j'allais parler à un volcanologue. Et c'est trop bien. Vraiment, je réalise la chance que j'ai de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et juste avant que l'épisode ne commence et que je te laisse parler pendant le temps que tu veux, parce que l'antenne sera à toi juste après. Comme les gens le savent, à chaque fois que je commence un épisode, je fais ce qu'on appelle le Who I Am. Donc le Who I Am, c'est quoi ? C'est des recherches que j'ai fait en fait en amont sur donc Jacques-Marie. Et en fait, je parle à la première personne. Donc c'est-à-dire comme si j'étais Jacques-Marie, donc j'emploie le jeu. Et c'est un peu pour faire une présentation du personnage un petit peu plus en version un peu plus originale que s'il se présentait lui directement. Et en plus, comme ça, moi, ça me permet de voir si j'ai bien fait mes devoirs sur Jacques-Marie en amont, si j'ai bien fait mes recherches sur lui ou pas. Donc Jacques-Marie, je te propose de commencer. Juste par contre, une petite chose, ton nom de famille, j'ai trop peur de mal le prononcer. Donc je pense que pour tes oreilles, mes oreilles, et puis pour celles de mes auditeurs, je pense que je vais éviter de le prononcer, sauf si, bien évidemment, tu voudras l'indiquer juste après. Mais je préfère que toi, tu le dises, parce que j'ai peur de d'écorcher Oui, non, faut pas ton nom. t'inquiéter, on peut le prononcer soit Bardinzev, soit Bardinzev, les deux sont corrects, donc il n'y a aucun Ok, souci. Et je veux dire aussi que moi, c'est ok. un plaisir, un honneur de faire avec toi cette discussion à bâton rompu. Voilà,
c'est sympathique, tu es talentueux aussi, tu aimes ton métier, ta passion, et donc je suis content de faire ça. Eh ben, c'est très gentil, c'est réciproque des deux côtés et c'est tout ce qui compte, donc c'est très très cool. Alors, concernant le Who I Am. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jacques-Marie Bardinzef. Bon, j'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Et je suis reconnu pour mon travail en tant que volcanologue. Anciennement professeur et diplômé d'un doctorat en volcanologie depuis 1985, je promulgue mes recherches, mes expériences, mes connaissances, mais mieux encore, ma passion auprès des personnes intéressées par ma pratique. En complémentarité de mon travail principal qui est celui consacré à la recherche des volcans, je suis l'auteur et co-auteur de plus de 400 publications scientifiques ainsi que plus d'une vingtaine d'ouvrages scientifiques, entre parenthèses, mais aussi d'autres portant sur la vulgarisation, sans parler des projets encyclopédiques sur lesquels j'ai contribué. Prix, Légion d'honneur, émission télé, émission radio, et à partir d'aujourd'hui, le podcast, du coup, j'ai été et je suis encore, à l'heure actuelle, reconnu pour ma juste valeur. Avec mes 40 ans d'expérience au sein de ce milieu, j'ai aujourd'hui le statut de retraité. Mais c'est avec fierté que je continue mon parcours, toujours à la quête de diffuser avec engouement ce phénomène passionnant, le volcanisme. Voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour et Bah, que je me écoute, suis c'est pas trop parfait. trompé. Ouais, c'était bien. Bon. Voilà, tout va bien. Super, et bah parfait. Bah écoute, Jacques-Marie, je te propose de compléter un petit peu éventuellement ce que j'aurais oublié, ou si voilà, si tu veux ajouter des choses, préciser des choses, l'antenne est à toi. Je pense que tu as l'habitude d'être Oui, interviewé de bah, toute façon. préciser que je suis professeur émérite à l'université Paris-Saclay, qui est dans la région parisienne, donc où j'ai fait toute ma carrière. Ça s'appelait avant Paris-Orsay, c'est devenu Paris-Saclay. D'accord. Et c'est un honneur car c'est une très grande université. Il y a beaucoup de très bons chercheurs, c'est un très bon niveau, et donc je suis fier d'en faire partie. D'accord. Et donc, tu étais professeur uniquement dans le milieu des volcans, ou alors tu faisais d'autres choses Donc, en je suis complémentaire? professeur en sciences de la Terre. En fait, j'ai enseigné toute la géologie. Bien sûr, je suis spécialisé en volcanologie, mais j'enseignais également les roches, les minéraux, les chaînes de montagne, les océans, les séismes, la D'accord. géophysique. Enfin, voilà, je faisais un cours général en géologie pour notamment les futurs professeurs de SVT, de sciences vitaires, qui préparaient le CAPES. Donc, je m'occupais de la préparation CAPES et également la préparation à l'agrégation. Donc, j'ai D'accord. formé un certain nombre de jeunes qui sont devenus professeurs de SVT, et trois d'entre eux ont eu ma fille comme élève. Donc, ce que D'accord. je leur ai donné, ils ne l'ont pas rendu, ils ne pouvaient pas, mais ils l'ont rendu à ma fille. Ah, bah, c'est super ça. Ok, d'accord. Ben voilà, Ok. un beau clin d'œil. C'est clair, ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Et bah écoute, pour commencer ce podcast, moi, la toute première question qui me vient naturellement, c'est comment as-tu développé cette passion pour les volcans? Est-ce que c'était inné? Est-ce que c'est issu d'une passion qui s'est hissée de quelqu'un d'autre? Comment ça s'est déroulé globalement? Ben, disons que j'ai pas d'explication précise, mais on va dire que gamin, j'étais passionné par les roches, les minéraux, les fossiles. Donc, moi, j'habitais à la région grenobloise, donc c'était assez simple de faire des excursions pour ramasser des fossiles et des roches. C'est une région assez riche de ce point de vue-là, au point de vue géologique. D'accord. Voilà, donc j'ai toujours aimé ça. Pourquoi, j'en sais rien. Puis c'est vrai que je m'intéressais parallèlement un peu à l'astronomie, aux dinosaures, bon, etc., à l'archéologie, voilà. Et mais la géologie, c'était mon point d'intérêt. Et c'est vrai que la géologie a un défaut dans l'esprit des gens, c'est qu'on pense que tout est vieux. Hein. Beaucoup de gens, quand on pense géologie, pour beaucoup de gens, c'est pas bien intéressant. En disant c'est des souvenirs de cours avec des vieux cailloux, des vieux fossiles, c'est poussiéreux, c'est pas passionnant, c'est vieux. Et la volcanologie, justement, c'est la partie active de la géologie, la partie vivante. C'est le volcan montre que la Terre est vivante, bien sûr à son rythme géologique, qui est plus lent que le nôtre, mais c'est néanmoins très important. Et également, il y a un côté sportif, il y a un côté aventure. Et puis c'est vrai que quand on fait la volcanologie, qu'on voit une coulée de lave qui se solidifie, on prélève la roche, c'est une roche qui est plus jeune que nous. Donc c'est la seule branche de la géologie où le chercheur, le volcanologue, étudie des roches plus jeunes que lui. D'accord. Ok. Et alors j'avais vu un peu sur tes interviews, tu as expliqué notamment la première fois que tu aurais pris l'avion pour partir. Alors je ne sais plus exactement où ça se trouvait, ton tout premier volcan, la première fois que tu étais parti explorer ce phénomène. C'est au Guatemala. Guatemala, ok. Et comme tu le disais sur ton interview, et ça c'est clair, c'est vrai qu'à l'époque l'avion se faisait plus rare qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens prennent l'avion très jeunes. Euh, Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est
quelle était ta sensation déjà quand tu allais voir ce volcan en question? Est-ce qu'il était en éruption ou absolument pas? Oui, alors ça a été ma première expédition. J'avais 25 ans, donc j'avais pris l'avion 2 fois, je crois, une fois pour aller en Corse, une fois pour aller en Tunisie. Voilà, c'était. Mais j'ai commencé à prendre l'avion, j'avais plus de 20 ans. Alors c'est vrai que ça semble la préhistoire, mais c'était à l'époque quelque chose d'un peu étonnant. Mmh. Donc là, j'avais pas tout à fait 25 ans. Je commençais ma thèse d'État et on apprend qu'au Guatemala, il y a 3 volcans qui sont actifs et qui sont différents. Alors qu'ils sont D'accord. voisins, ils sont frères, mais très différents. Et donc, l'idée, c'est d'aller les visiter et l'un après l'autre. Donc, je passe 5 semaines au Guatemala en novembre-décembre. Je visite 3 volcans actifs, le Pacaya, le Fuego de Santiaguito. Je ramène 400 kilos de roches et je rentre la nuit de Noël. Voilà, je devais rentrer un jour plus tôt, mais on a eu un problème de météorologie entre Houston et Dallas, donc l'avion a été détourné, donc on est rentré avec un peu de retard. J'arrive la nuit de Noël. On va dire que cette D'accord. expédition a été mon cadeau de Noël cette année-là, parce que je suis revenu, on va dire, transformé. Hein. C'est la première fois que j'allais si loin, si longtemps. J'ai commencé ma carrière de géologue. J'étais avec un aîné qui s'appelait Christian Lefebvre qui m'avait aidé, donc j'étais optimiste pour l'avenir. J'avais vu des gens très différents mais si accueillants, donc une énorme ouverture humaine aussi. Puis je m'étais aussi rendu compte qu'on avait beaucoup de chance d'être français, qu'il y avait des gens qui vivaient dans des conditions beaucoup plus difficiles, beaucoup moins riches, veux dire même parfois pauvres, mais néanmoins ils étaient, ben voilà, ils vivaient de façon honorable et puis courageuse. Donc voilà, c'était une bonne leçon humaine, scientifique, pédagogique. Voilà, donc je pense que je suis revenu transformer c'est après cette expédition de 5 semaines au Guatemala en 1978. D'accord. Et alors, comment tu expliques le fait que tu aies ramené 400 kilos de roches, enfin de pierres, Oui, oui, bah, de ça fait roches, sourire, mais bon, c'est vrai que d'abord, on prend des roches pour analyse. bien Donc sûr. on se dit que quand on va quelque part ici, on ne reviendra pas de sitôt. Donc quand j'ai Oui, fait, oui, bah, c'est d'abord je clair. suis allé au Guatemala, puis quand j'ai déjà fait l'aller Paris-Guatemala, c'est déjà un premier trajet. Après Guatemala au pied du volcan, c'est un deuxième trajet. Du pied du volcan au sommet du volcan, c'est un troisième trajet. Donc c'est parfois des expéditions. Une fois, on a fait une expédition qui a duré presque 24 heures à pied. On est Ah parti à 1 heure oui, du matin, on est rentré à 23 heures. Donc, on était bien sûr complètement crevé, fatigué, mais on avait. j'imagine. Donc, quand on est en haut d'un volcan, on se dit la pierre que je ramène maintenant, je suis pas prêt de retourner la chercher. Donc, Ouais, bien dans le sûr, doute, ouais. on prend beaucoup plus large parce qu'on ne sait pas encore vraiment comme l'échantillon quelle sera sa valeur. Certains échantillons se révéleront intéressants. Il faudra donc les analyser de façon plurielle, analyse chimique, analyse minéralogique, analyse isotopique. D'autres peut-être n'auront pas d'intérêt, bah tant pis. Voilà, donc on pourra toujours plus grand. Et bon, bah, à raison de quelques kilos chaque jour, d'une dizaine de kilos chaque jour, ben, en 5 semaines, ça fait 400 kilos. Donc c'était 5 caisses de 80 kilos. Il a fallu trouver des caisses sur place. Bien sûr, c'est pas évident au Guatemala, donc on a trouvé ça sur le marché. Donc sur le marché, on avait amené nos cailloux, on remplissait nos caisses. Tout le monde regardait, disait qu'est-ce que c'est que ça C'est pas des pépites d'or. Et après, il a fallu trouver un transporteur pour ramener ces roches. Ils ne sont pas revenus en avion, bien évidemment avec moi, 400 kilos. Donc on a trouvé Oui, un oui, transporteur, d'abord qui allait de Guatemala à Puerto Berrios, qui est un port sur les Caraïbes. d'accord. Et après, un bateau qui allait jusqu'au Havre. Donc là, on a trouvé un bateau qui était prêt à nous prendre. Alors, ils m'ont dit 400 kilos, ben, ça va. Hein. Nous, on a des containers de 20 tonnes de cacao ou de café. Hein. Donc, on mettra Bien vos sûr. cailloux entre 2 containers, ça ne se verra pas. Donc, ils m'ont pris un prix dérisoire. Par contre, ça m'a coûté plus cher entre le Havre et Paris, parce que là, par contre, effectivement, c'était à nouveau des Ouais, tarifs européens, quoi. ouais, bien Mais sûr, voilà, ouais. tous mes roches sont arrivés à bon escient. C'était important, à bon port, c'était très important, parce que c'était ma thèse en question. Mais par sécurité, on emmène toujours un petit éclat de roche avec soi. Donc, quand on prend une roche d'1 kilo ou de grosse comme le poing, on prélève un petit échantillon qui est gros comme un sucre. On l'appelle un sucre d'ailleurs. Et là, on l'emmène en bagage de cabine. Donc, en bagage de cabine, j'ai fait celui qu'à l'époque, il y avait un sac pas lourd du tout. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes contrôles qu'aujourd'hui. Hein. Et j'avais une centaine de petits sucres dans mon sac en disant que cela, au moins, je pourrais au moins faire une lame mince et une lame polie pour analyse. Donc, ça aurait au moins sauvé la mission en cas de perte d'échantillon. Mais bien sûr, ça aurait été Bien une sûr. catastrophe, mais on assure avec ces sucres. D'accord. C'est passionnant, vraiment, enfin, c'est là qu'on sent la passion réellement derrière tout ça parce que des gens là nous écouteraient, ils se diraient mais c'est de la roche, etc. Je veux dire, il y a rien de bien farfelu derrière, mais c'est tout ce qui se trouve derrière, la recherche, etc. Je trouve ça tellement beau et de là où ça part, c'est vraiment monter.
faire des expéditions sur des volcans, galérer, suer, vraiment, être fatigué de son voyage, mais pour derrière faire des analyses sur des roches. Moi, je trouve ça vraiment absolument passionnant et c'est super. Pour petite anecdote comme ça que je Alors moi, place c'est au pareil, hasard. hein, d'en reparler, c'est 45 ans après, ou etc. J'ai l'impression que c'était hier. Je me revois encore sur le marché, en train de faire mes caisses, Bien sûr. trouver un transporteur. Ce voyage, je pourrais le refaire dans ma tête quasiment heure par heure, quoi. Tous les Mmh. éléments, les gens que j'ai rencontrés, les endroits où on est passé. Une fois, on est passé sur une route, il y a eu derrière nous un glissement de terrain, la route était coupée, donc on est rentré par un col, pas possible. Enfin voilà, c'était pas, voilà, chaque jour avait son lot d'incertitudes, d'imprévus et d'aventures. J'imagine. Mais alors, dans le cas où il y a eu par exemple le glissement de terrain en question, qu'il a fallu prendre un col, autrement dit un autre chemin, c'était avec les 400 kilos de roche en question ou alors il n'y avait pas Ah la, non, la bah, roche? les roches en question, ce qu'on faisait, c'est que chaque jour, on en ramenait une dizaine de kilos, D'accord, on les stockait donc après, on avait à différents endroits du Guatemala, par exemple, un endroit, on avait un petit hôtel, on demandait à l'hôtelier s'il acceptait de nous garder une caisse ou de nous garder des échantillons, mettons 60 kilos d'un côté, donc c'était là, puis après, c'est seulement à la fin qu'on a tout ramené. Une sorte d'accord. de l'éboulement, bah, on était parti voir un volcan qui s'appelait Santiaguito, on était sur le volcan, on entend un bruit extraordinaire, on a l'impression que le volcan va rentrer en éruption, et puis on voit rien. Et en fait, c'est quand on est revenu le soir au village, on nous a dit, ben, il y a eu un glissement de terrain, la route est coupée, on peut pas repartir par là. Donc, c'est comme ça qu'on a changé de route. Et on est repassé plusieurs jours après, on a vu l'éboulement qui avait été dégagé. Malheureusement, il y avait une voiture qui avait été prise par l'éboulement. Il y avait eu donc les occupants de la voiture qui avaient été bien sûr écrasés, qui étaient morts, quoi. Mais il y Ah avait plusieurs mince, cars qui avaient failli être pris, mais qui avaient échappé. Et après, comme la route était coupée, ben, les gens, en fait, ils passaient à pied. Les cars s'arrêtaient d'un côté ou s'arrêtaient de l'autre. Et les gens allaient à pied de l'un à l'autre. Et les cars, ils allaient d'un car à un autre en passant à pied par-dessus l'éboulement, quoi. Puis les gens s'étaient d'accord. réadaptés, quoi. Voilà, c'était voilà, des imprévus, ça c'était dramatique, parce que malheureusement il y a eu des morts, quoi. Mais Mmh. voilà, mais on avait cru que c'était le volcan qui était en éruption. En fait, c'était la montagne qui s'effondrait, quoi. D'accord. Mais alors, mais oui, mais alors, typiquement, c'était en lien avec, non, c'était pas du tout en lien avec le volcan, ce glissement de terrain en question, Non, c'était sur le autre terrain, chose? voilà, c'était Ouais, bah, comme il y a un peu partout, c'était une route qui était en montagne, à flanc de montagne. Il y a bien sûr des pentes qui sont un peu importantes, donc forcément, un relief, il est amené tout à l'heure à s'ébouler, hein. Ça se passe dans toutes les montagnes du monde, ouais. mmh, j'imagine, ouais. Et outre ce premier volcan que tu as pu, bah, on va dire le tout premier qui t'a, je pense, le plus marqué, dû au fait que c'était l'un des premiers. Est-ce que, outre celui-là, il y en a un autre qui t'a davantage marqué dans ta carrière, que tu as eu la chance peut-être de voir? En éruption ou non, hein, d'ailleurs, hein, pas forcément en éruption, mais vraiment celui qui t'a le plus marqué, ça serait lequel toi aujourd'hui, qui arriverait à l'esprit là comme ça? Ah ben, du niveau professionnel, ma thèse était une thèse sur les nuées ardentes, hein, sur les volcans explosifs, type montagne pelée, type Vésuve. Donc c'est vrai que mes terrains de référence, c'est l'Amérique centrale. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai à peu près vu beaucoup de pays dans l'Amérique centrale, hein, le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica, le Salvador, et puis également les D'accord, Antilles. J'ai vu aussi la plupart des îles des Antilles, notamment la montagne pelée en Martinique, mais également la Guadeloupe, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Montserrat, Dominique. Donc c'est un peu mon coin, voilà, la région Péri-Caraïbes, Amérique centrale-Caraïbes, c'est un peu mon point de référence en scientifique et de carrière. Je peux citer un volcan qui m'a beaucoup épaté au niveau visuel, au niveau spectaculaire, c'est le Kilauea à Hawaï, parce que d'accord, le Kilauea, il est quasiment toujours actif et de façon différente. Donc, j'y suis allé 3 fois, et 3 fois, j'ai vu quelque chose de différent. La première fois que j'y suis allé au Kilauea, il y avait un lac de lave qui s'appelait le Pu'u. Alors, un lac de lave, c'est un cratère rempli de lave qui bouillonne, c'est ce qu'on appelle la marmite du diable, hein. Donc, je vois un lac de lave, c'est la première fois que je vois ça, extraordinaire. La deuxième fois, il y avait des coups extraordinaires. On a pu faire des survols en hélicoptère, voir un flux de lave anormal, enfin très fort. Et la troisième fois, c'était la lave allait dans la mer, donc on a pu l'approcher en bateau. J'avais amené avec moi, j'avais ma femme et ma fille qui étaient avec moi. Ma fille avait 15 ans. d'accord. Et je lui disais, profites-en, profites-en, tu reverras jamais ça, quoi. De Ouais, voir quand un baptême du feu être à quelques mètres de la lave qui coule dans l'océan, voir les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu qui se battent
aucun ne voulant rendre les armes. Voilà, Mmh. c'est puissant. On est près du pouls de la terre. Tu me disais l'autre fois que la lave, c'est le sang de la terre. Bah là, c'était un peu le cas. C'était le pouls de la terre, le sang de la terre, la vie de la terre, quoi. Voilà, la terre, planète vivante. Ouais. OK et c'est génial ça que tu aies pu, faire contribuer tout ça, cette passion en question à tes proches et d'ailleurs ça c'était une question que j'avais, c'est, tes proches dans l'histoire, est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu dans cette aventure? Ou alors est-ce qu'il y a déjà eu des pas des non-dits mais, peut-être, ne serait-ce qu'une inquiétude parce que c'est quand même un métier qui comporte des risques, et ça d'ailleurs je voudrais revenir là-dessus après. Mais est-ce que, comment ça s'est passé du côté de tes proches globalement, dans l'ensemble? Bon, bah, c'est vrai que ma maman était inquiète. Bon, c'est Mmh. vrai, comme toute maman, quand je partais en mission, elle était inquiète, et quand je revenais, elle était rassurée, mais elle m'a jamais dissuadé de faire ce que j'aimais. Bon, voilà, elle savait que c'était mon métier, ma passion. Je sais qu'elle était inquiète. Alors, du coup, elle aimait bien quand il y avait des émissions de télévision qui se passaient en différé, parce qu'elle savait que j'étais rentré, donc elle disait: Je te vois à la télé, mais je sais que tu es sain et sauf, que tu es rentré. Notamment, ça avait été le Oui, cas avec oui. des émissions à Ushuaia, où il y avait des séquences un petit peu frissons, un peu passion, je naviguais sur un lac d'acide, choses comme ça. Mais c'était parfois, D'accord. le montage se faisait plusieurs mois après. Donc, quand l'émission Oui, passait, bon, moi, entre-temps, j'étais rentré. Donc là, elle aimait bien comme ça. Ma femme m'a connu, j'étais déjà volcanologue, donc elle a fait avec, quoi. Elle m'a connu, elle a pris un lot, elle a pris le bonhomme, quoi, voilà. Puis ma fille, ben pareil, elle m'a toujours vu voir partir sur les volcans. Donc dès qu'elle était petite, elle m'a vu de temps en temps. J'avais mes bagages dans un coin de l'appartement pour prêt à partir. Je revenais. Elle me voyait aussi parfois à la télévision. Elle avait l'habitude, donc elle a toujours trouvé ça normal. Elle aime bien les sciences de la terre et de la vie. Elle n'est pas volcanologue, elle est ergothérapeute, hein, donc elle a choisi une autre branche et c'est très bien comme ça. Mais je l'ai emmené sur des beaux pays, voir des beaux volcans, notamment au Japon, à Hawaï. On est allé aussi ensemble en Norvège. Donc, on a fait des beaux voyages. Je pense que je lui ai donné le goût des voyages et elle en a fait aussi après de son propre chef aussi, quoi. Et ma d'accord. femme, pareil, a partagé avec moi un certain nombre d'aventures sur certains pays où elle a découvert un peu les volcans avec moi. Bon, elle savait que ça existait, mais elle se doutait pas qu'on puisse aller les voir d'un peu plus près. Et puis après, ben, elle est montée au Stromboli, elle est allée au Japon aussi, elle est allée à La Réunion, elle a vu des éruptions, elle est venue à Hawaï aussi, dans la D'accord. Nouvelle-Zélande, elle a vu beaucoup de choses aussi. C'est génial ça parce que ça te permet aussi toi de voyager et ça c'est une question plus, personnelle mais dans ces cas-là, quand tu voyages comme ça, puisque c'est ton métier, c'est quoi? C'est un organisme, une organisation qui prend tout ça en charge ou alors c'est vraiment toi, qui, dois t'occuper de tout? Organisation, Bah, financement, c'est très varié. Quand c'est scientifique, c'est pris en charge par un organisme de recherche. Donc c'est vrai que D'accord. notre équipe de géologie à la faculté de Paris-Saclay est associée au CNRS. Donc le CNRS nous finance, nous donne des crédits pour les missions, pour les analyses, pour le travail en général. Ça peut être des demandes qu'on fait auprès de ministères. Enfin, moi, je travaille avec le Cameroun, c'est le ministère de la francophonie. Ça peut D'accord. être des accords européens. J'avais échangé avec la Bulgarie, quand la Bulgarie n'était pas encore intégrée à l'Europe économique. Il y avait des accords pour justement favoriser les relations entre l'Europe, enfin, l'Europe économique et puis les pays qui n'y étaient pas. Et donc avec la Bulgarie, j'avais pu avoir aussi également des échanges. Donc voilà, c'est cas par cas. Puis j'ai également profité parfois justement comme tu dis, comme je travaille avec des médias, parfois des médias m'ont emmené comme référent, comme pour les aider, comme référence pour donc soit pour tourner des films, soit pour tourner des émissions de télévision, donc ils me prenaient en charge. Puis aussi j'ai collaboré avec des agences de voyage comme conférencier, comme guide pédagogique et scientifique. Donc également j'ai pu voyager comme ça avec des agences pour partager avec d'autres mes connaissances. Voilà, donc c'est très varié. C'est vrai que ça tombe pas du ciel, hein. L'argent tombe pas du ciel, il faut Bien sûr. se débrouiller, se dépatouiller, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir différentes opportunités et au total, à la fin, j'en suis, je crois, à 122 expéditions. Donc voilà, à raison de 3 ou C'est 4 énorme. par an sur 40 ans ou 30 ans, ça fait 120 à la fin, quoi. Mais cette vie est absolument géniale. Moi je trouve ça, vraiment, c'est vraiment super quoi. Enfin c'est j'ai entendu dire dans une émission télé, dans laquelle tu es passé, mais en fait, oui, c'est même pas un métier pour toi. C'est enfin, tu pas l'impression de travailler dans l'histoire. C'est vraiment ta passion au cœur même du process, quoi. C'est vraiment je trouve ça vraiment génial, quoi.
Je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est exactement ça et c'est d'ailleurs le message que je fais passer. Je rencontre souvent des jeunes, des très jeunes parfois, je fais des conférences où je rencontre des élèves, des lycées, de collèges, d'écoles primaires, même parfois de maternelle D'accord. et je leur dis, «Tous les métiers sont beaux, faites ce qui vous plaît, mais en tout cas, faites ce qui vous plaît». Si on peut faire de sa passion son métier, c'est vrai que moi, quand je pars travailler, je sais pas si je travaille ou si je travaille pas. Actuellement avec toi, est-ce que je travaille ou pas? J'en sais rien, ça fait partie de ce que je sais Oui, faire. oui, Inversement, quand je suis chez moi, souvent le week-end, ben, je peux pas ne pas, si j'ai un livre sort en cours, de l'avancer, de répondre à des mails, d'organiser des conférences. Donc c'est vrai, il n'y a pas vraiment de limite entre ma vie de chaque jour et mon travail et ma passion et la volcanologie et la géologie et les sciences de la Terre. Voilà, donc j'en fais toujours un peu, j'en fais toujours. Et puis à ce moment-là, on va dire, d'autres gens vont dire, mais alors à la limite, tu fais que ça. Oui, mais comme c'est pluriel, ça fait déjà pas mal de choses. bien sûr, complètement. Et pour tout débutant comme moi d'ailleurs, hein, parce que pour la petite histoire, comme je t'avais dit au téléphone en off, j'étais un grand fasciné des catastrophes naturelles à l'époque, notamment les volcans, bien que c'était pas aussi prononcé, on va dire, que tout ce qui était, on va dire, cyclone, tornade, etc. Euh, et, mais comment se déroule en fait un volcan? Dans quel cas il se déclenche? Dans quel cas, enfin, comment ça peut, sans que ça soit vraiment trop redondant pour toi, parce que j'imagine que tu l'as expliqué plein de fois, mais si tu peux essayer voilà de rapidement simplifier les choses pour que même quelqu'un qui s'y connaît absolument pas pourrait comprendre un petit peu le fonctionnement d'un volcan, pourquoi il rentre en éruption, etc. Oui, alors bah, disons que un volcan, c'est un lieu où il peut y avoir des éruptions. Et une éruption, c'est du magma profond qui arrive en surface. Donc dès que du magma arrive en surface, on parle d'éruption. Alors ça D'accord? se passe pas n'importe où. Il n'y a pas de volcan sous Paris ou sous Charnay-les-Mâcon. Mhm. Mais il y a certaines régions du monde, en général c'est lié aux plaques, souvent entre des plaques, ou parfois au milieu d'une plaque, et bien où en profondeur, le manteau terrestre qui est solide peut fondre vers moins 100 km. Il fait à peu près 1300 degrés. Et le D'accord. magma liquide, à ce moment-là, il est plus léger que le solide, donc il a tendance à monter. Donc s'il y a des fractures, s'il y a des fissures, le magma monte vers la surface, il ne monte pas en une seule fois. Il est à moins 100 km, il peut s'arrêter à moins 30 km, puis après à moins 10 km. Et après, bah, s'il arrive en surface, bah, il sort, c'est l'éruption. Alors ça peut être de différents types, soit c'est une coulée de lave, soit le magma se fragmente, se pulvérise en centre, en bloc, ou bien ce qu'on appelle des nuées ardentes. Donc il y a une grande variété d'éruptions, mais une éruption, c'est une sortie de magma, et le magma, c'est une fusion de roches. D'accord. Donc ça veut dire que la lave qui sort provient d'à 1300 km, provient d'en dessous de la Terre à 1300 km de profondeur. Non, j'ai C'est pas ça? dit ça. Non, je Non? dis 100 km et Ah, 100, 1300 pardon, oui. degrés. Ah oui, oui, pardon. Oui, Non, non, 100 oui, pardon. km et 1300. C'est pas très profond, hein. Oui, Le oui, rayon c'est moi qui de m'ai la mélangé, Terre, oui. c'est 6400 km, plus ou moins. Donc D'accord? 100 km, c'est Paris-Orléans. Hein. C'est pas très profond. Enfin, c'est profond, bien sûr, pour nous, hein, pour Jules Verne. Mais c'est pas Oui. si profond que ça. Ça vient pas du centre de la Terre, ça vient voilà, d'une profondeur dans moyenne, de moyenne 100 km. Ah, c'est quand même beaucoup, 100 km, quand on regarde 100 Ah bah km oui, sous nos oui, pieds, c'est en tout cas, immense, c'est ouais. Ouais. inaccessible pour les humains. On peut pas Oui. imaginer faire un forage de 100 km, c'est pas possible. Et ça se fera Mm. jamais. C'est trop compliqué, il y a trop de chaleur, voilà, c'est donc le centre de la Terre, paradoxalement, c'est le seul roman de Jules Verne qui ne se soit pas réalisé. D'accord. Et puis probablement, il se réalisera jamais. Mm. Parce que oui, en fait, simplement, plus on descend, plus il fait chaud, en fait, plus la température est élevée. On se rapproche du noyau de la Terre, en fait. Voilà, plus il fait chaud, il y a la pression, c'est un monde, voilà, il y a pas, dans le voyage de Jules Verne, il y a des grottes, il y a une sorte d'escalier en colimaçon qui descend vers le centre de la Terre, mais comme une vis un peu. C'est pas ça, Mm. hein, c'est des roches, il y a partout, il y a de la roche chaude, de la roche brûlante à forte pression, donc c'est hostile. Et si on fait Mm. les forages, et ben après, les instruments de forage, ils finissent par flamber, comme on dit, c'est-à-dire par fondre ou par se tordre. Donc le plus gros forage, il a été fait, je crois, en URSS à l'époque. Il doit faire une profondeur d'environ 14 km. Hein. C'est le record de forage humain. C'est déjà énorme, ça. Et ce trou-là en question, il existe encore. Oui, Ou il a été. oui, oui, ça avait été fait à la péninsule de Kola, qui est
qui était en URSS à l'époque, pas trop loin de la Finlande. Hein, c'était une péninsule du nord de l'Europe. Le but, c'était justement d'atteindre la croûte puis le manteau terrestre. Hein. Donc l'objectif, c'était de descendre le plus profond possible et à la limite, ça s'arrêtait techniquement à entre 14 et 15 kilomètres. D'accord. Ok. Euh, Est-ce que par exemple, bon, une éruption comme tu m'as dit, donc c'est une espèce de plaque qui va fondre et qui du coup le magma va monter à la surface. Euh, mais est-ce que par exemple un tremblement de terre ou un autre phénomène peut aggraver ou accentuer justement cette éruption volcanique? Alors, a priori, volcan et séisme ne sont pas directement liés. La cause est commune, hein, c'est les plaques qui bougent les unes par rapport aux autres, les plaques lithosphériques, les plaques tectoniques. Mais D'accord? c'est vrai que quand il y a une éruption, il y a des séismes avant, mais de petite taille. Donc il y a des pays où il y a des séismes et des volcans, comme au Japon. Il y a des pays où il y a beaucoup de volcans et pas moins de séismes, comme en Islande, comme à La Réunion. Puis il y a des pays au contraire où il n'y a que des séismes et il n'y a pas de volcans. Par exemple, toute la chaîne himalayenne, hein, en Afghanistan, au Pakistan, au Tibet. Parce que comme il y a une chaîne de montagnes, eh bien, il y a des plissements, donc le magma ne va pas sortir. Voilà. Alors, D'accord. un volcan peut créer un tsunami, un D'accord. tremblement de terre aussi. Un Oui. glissement de terrain au bord de la mer peut également créer un tsunami. Donc c'est vrai qu'il y a des phénomènes qui sont liés, ou bien un volcan peut également créer un glissement de terrain parce qu'il bouge. Donc c'est vrai que D'accord. quand on étudie les catastrophes naturelles, les risques naturels, il faut s'inquiéter aux dérivés, comme un petit peu quand on fait du secourisme humain, on s'intéresse aux suraccidents. Quand quelqu'un est électrocuté, il faut faire attention à pas que quelqu'un d'autre le touche, pour pas qu'il soit électrocuté à son tour. Ben, c'est un Mhm. peu pareil quand on étudie les risques volcaniques ou les risques naturels. Il faut essayer d'envisager qu'est-ce qui pourrait, l'un pourrait entraîner l'autre. Par exemple, c'est vrai qu'un séisme ou un volcan dans une mégapole peut créer un incendie s'il y a du matériel inflammable, peut faire casser des canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, faire une rupture de barrage. C'est ce qu'on appelle des suraccidents. Donc, c'est des risques dérivés qu'il faut envisager. Parfois, quand il y a une éruption volcanique, l'incendie créé par l'éruption fait autant de dégâts que l'éruption elle-même. Donc, c'est D'accord. compliqué. L'étude des risques est plurielle. Il faut avoir une idée générale de l'écosystème. Et puis, il faut savoir effectivement que l'occupation humaine euh, modifie et souvent augmente le risque. Je prends un exemple simple. Vous avez un très fort séisme en Indonésie. Le paysan qui est dans sa rizière en train de tirer sa charrue avec son zébu devant lui Mhm. arrive à un séisme majeur. Ben, le paysan il tombe dans sa rizière, dans la boue. Au pire, il a une entorse de la clavicule peut-être, mais voilà, il n'est pas remis en cause. Oui, Par contre, à Jakarta ou à Yogyakarta, dans les immeubles qui s'effondrent, ben, les gens sont tués par l'immeuble qui s'effondre. Donc, ouais, c'est des plafonds et des planchers qui s'écrasent et puis qui tuent les gens. Donc, c'est vrai que le séisme lui-même, en pleine nature, ne crée pas de risque majeur pour les gens qui vivent comme ça dehors ou avec les animaux non plus. C'est les bien sûr. villes qui concentrent les risques. D'accord. D'où l'intérêt de Oui, construire un d'où. parasismique, d'où voilà, à l'humain à faire face. Et il faut savoir que les catastrophes naturelles ont interpellé les humains depuis que l'humanité existe. C'est-à-dire autrefois, il y a eu un cataclysme à Santorin en mer Égée en Grèce en 1610 avant Jésus-Christ qui a créé la fin de la civilisation minoenne parce qu'il y a eu une éruption majeure, des tsunamis associés. C'était une catastrophe. Il y a eu Pompéi en 79 après Jésus-Christ qui a été recouverte par le Vésuve. Donc Hmm. depuis que les sociétés humaines existent, elles sont confrontées aux risques naturels, volcans, séismes, tsunamis, météorologiques, comme tu le disais, etc. D'accord. Et dû au fait, par exemple, on a parlé avant d'adaptation justement des infrastructures humaines, notamment par exemple les immeubles contre les séismes, etc. Est-ce qu'il y existe aussi des choses qui sont adaptées contre les volcans, tout simplement, contre le volcanisme, contre les phénomènes des volcans, notamment la lave, les coulées de lave, ce genre de choses? Alors, on va dire que pour en terminer avec les séismes, enfin, peut-être on y reviendra, hein, mais les séismes, on ne sait pas les prévoir. Parce que D'accord. c'est un phénomène soudain, c'est en fait que une minute avant tout va bien,
Et puis il y a une cassure brusque du sous-sol, d'une faille dans le sous-sol, et un compartiment bouge par rapport à un autre de plusieurs mètres, et bien sûr les habitations qui sont proches de la faille ou sur la faille sont détruites. Un volcan, c'est différent. Une éruption, c'est du magma qui monte. Ce magma va mettre peut-être plusieurs jours à monter. Donc ce magma sera suivi un peu par échographie par nos appareils. Il y aura des microséismes qui seront de moins en moins profonds. Il y D'accord. aura des gonflements du volcan, des déformations. Il y aura des augmentations de température, des modifications de champs géophysiques, électriques, gravimétriques, magnétiques, etc. Donc les éruptions sont assez bien prévues. Donc maintenant, et là bien sûr j'ai vu des progrès énormes en 45 ans de volcanologie. Là maintenant il y a des bons résultats, d'éruptions prévues, et les gens sont évacués et sont hors d'atteinte. Par contre, les biens immeubles, comme on dit, immobiles, les maisons, les routes, les aéroports, les hôpitaux, les écoles, peuvent être détruites parce qu'on ne peut pas les déplacer. Et quand il y a une coulée de lave ou des retombées de cendres ou des nuits ardentes, on ne peut pas les arrêter. Alors on a essayé de dévier des coulées de lave avec des succès mitigés. Alors quand c'est à petite échelle, on peut parfois gagner quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, ce qui sauve quelques maisons. On ne va pas modifier une coulée de lave sur plusieurs kilomètres ou des retombées. Donc c'est vrai que les dégâts matériels sont importants, mais quand on fait des risques naturels ou des risques tout court, il y a une hiérarchie. Les risques humains sont les plus importants et de loin parce qu'une vie humaine n'a pas de prix, elle ne peut pas être remplacée. Du matériel, ça peut se racheter, ça peut être assuré. Les pays plus riches peuvent aider les pays plus pauvres. Quand il y a une catastrophe naturelle, il y a des appels aux dons. Et il y a D'accord. souvent, heureusement, c'est le bon côté de l'humanité, souvent des grands mouvements de générosité, de dons. Alors, outre les organismes officiels, l'ONU, l'UNESCO, la Mhm. Croix-Rouge, Secours populaire ou catholique ou d'autres, toutes les associations, bien sûr, sont les bienvenues et ont pignon sur rue. Il n'y a pas de hiérarchie. Du coup, ça permet de racheter des maisons, de reconstruire des maisons, bien sûr d'envoyer de la nourriture dans un premier temps, de l'eau, des couvertures. Enfin voilà, dans toutes ces scènes un peu de catastrophe, notamment quand il y a des séismes, il y a toujours heureusement derrière un mouvement de solidarité et qui fait honneur au genre humain quand même, il faut reconnaître les choses. Mhm. D'accord, donc en fait, quelque part, ces coulées de lave, ou même les volcans dans une grande mesure, en fait, c'est l'homme ne peut pas faire grand-chose, mis à part, entre guillemets, j'ai envie de dire, subir, et de potentiellement juste reconstruire derrière, et Voilà, il faut dire comme ça. Il faut le dire comme ouais, ça. Bon, une coulée de lave, c'est ce qu'il y a de moins dangereux, c'est ce qui est le plus facile à modifier. Ça peut se faire dans certains cas, mais c'est assez rare. On est en ce moment en Islande, on voit un peu ce qui se passe actuellement justement. Également, c'est souvent le cas sur l'Etna. Mais c'est vrai que quand il y a une grosse éruption, il faut la subir. Une grosse éruption, c'est parfois des milliers, voire des millions de fois l'équivalent de la bombe atomique d'Hiroshima. Il faut savoir quand il y a une grande catastrophe volcanique qui peut durer plusieurs jours, c'est c'est bien plus important que nos plus fortes bombes atomiques construites par les humains. Donc voilà, comme tu dis, c'est pas la même catégorie. Comme on dirait en judo, on ne tire pas dans la même catégorie entre le volcan c'est et les humains. c'est clair, et c'est fascinant de se dire qu'en fait, on n'est rien comparé à Mère Nature. L'homme a beau s'adapter aujourd'hui et faire des infrastructures comme il le souhaite, et c'est beau à voir d'ailleurs quand même l'évolution humaine par rapport à ça, l'innovation. Mais je trouve quand même que aujourd'hui, on a beau construire ce qu'on veut, Mère Nature sera toujours au-dessus de tout parce que voilà quoi, c'est Mère Oui, Nature il faut être et modeste. oui, Quand on étudie les risques, on apprend à être modeste. Quand on est volcanologue, on apprend à être modeste. On sait que le volcan aura le dernier mot, sera plus fort que nous. Il ne s'agit pas de défier le volcan, c'est complètement idiot. Disons qu'il faut faire avec la nature et non pas contre la nature. ouais, c'est ça, exactement. Et bah, j'ai plein de questions là qui me viennent en tête, notamment celle par exemple, je me l'étais noté ça, au sujet des paroxysmes du volcan. C'est-à-dire que le fait que un volcan va, par exemple, avoir, j'ai entendu dans une des émissions que tu as fait, qu'il y avait un volcan qui, toutes les temps d'heures ou tous les temps de jours par semaine, eh bien, il rentrait en éruption, puis il s'arrêtait, puis il rentrait en éruption, et parfois ça durait, mais sur une durée folle.
que ça durait vraiment très longtemps. Comment toi tu voudrais expliquer ça un peu aux gens, du fait que voilà, il y a des volcans qui rentrent plus en éruption que d'autres, et surtout voilà, expliquer ce phénomène de paroxysme que je trouve fascinant. Oui, alors c'est vrai que les volcans sont différents. D'ailleurs, quand je repars en expédition, mes amis me disent à quoi ça sert, tu as déjà vu tous les volcans, ils sont tous pareils. Je dis, bah, Hmm. les volcans, ils sont tous pareils, comme les humains sont tous pareils, quoi. Vu de loin, on est tous pareils, vu de près, on est différents, ce qui fait le charme de chacun. Pareil pour Hmm. les volcans. Il reste qu'il y a des grands types. Et puis, un volcan peut, au cours de sa vie, changer de comportement, comme un humain d'ailleurs. Un enfant modeste, un enfant, je veux dire, timide peut devenir au contraire plus sûr de lui en étant adulte, ou voilà, et tant mieux, on peut changer, ou même dans la journée, on peut changer d'humeur ou de caractère, c'est vrai pour tout le monde. Donc il y a des volcans qui changent de comportement. Alors par exemple, nous, on connaît bien l'Etna, qui est quand même le plus grand volcan d'Europe et qui est pas très loin de la France. Bon, ben, l'Etna, il a des crises. Donc à un moment, il y a des périodes où il y a un moment, pendant un an, il fait un paroxysme toutes les semaines. Alors, qu'est-ce qu'un paroxysme de l'Etna? Ben, c'est que d'un seul coup, il y a des fontaines de lave qui montent à plusieurs kilomètres de hauteur, des retombées de scories autour du volcan, parfois jusqu'à Catane, sur l'aéroport de Catane qui est alors fermé. Ça dure quelques heures, et puis ça s'arrête. Alors moi j'étais allé il y a quelques années sur l'Etna, on suivait les séismes qui étaient mis en ligne par l'Institut de volcanologie de Catane. Puis quand on voyait que les séismes devenaient un petit peu plus importants, on savait un paroxysme se préparait, donc on allait voir ce qui se passait, on le voyait, ce paroxysme, ça durait quelques heures, puis après le séisme retombait, puis on allait se recoucher, puis on attendait le suivant. Pareil en Islande, c'est par période. Donc un paroxysme, ça veut dire que le volcan a un réservoir de magma plus ou moins profond, qui se vidange, on va dire, régulièrement, un peu comme un geyser. Alors parfois c'est régulier, parfois c'est irrégulier, ça peut durer un certain temps, donc il y a des paroxysmes qui, mettons, on va dire, tous les jours pendant une semaine, ou au contraire tous les 3 jours pendant 3 mois, ou au contraire tous les mois, puis ça repart, et puis il faut surtout comprendre qu'un volcan a un rythme de vie qui n'a rien à voir avec un rythme humain. Nous, notre Hmm. référence, c'est une journée. On vit 100 ans. Un volcan, il vit 100 000 ans ou 1 million d'années. Sa journée, c'est parfois une année ou un siècle. Une nuit, ça peut être un siècle. Donc actuellement, en Islande, il y a un suivi d'éruptions qui ont lieu à peu près tous les mois. Actuellement, il y a une éruption qui est attendue, qui est en retard. Pourquoi? On ne sait pas trop, parce que le magma, au lieu d'aller sortir, eh ben, il remplit une fracture qu'on appelle un dike, où il s'arrête ou pas. Donc c'est vrai que c'est pas une science exacte, c'est une science d'observation. Et le magma n'en fait un peu qu'à sa tête. Il monte, il s'arrête, il repart. Alors parfois on peut voir le magma qui monte de moins 10 km à moins 1 km. On dit l'éruption est imminente. Et puis il Hmm. s'arrête à moins 1 km pendant un certain temps. Puis parfois il peut s'arrêter pendant 6 mois, puis ça repart. Et pour aller plus D'accord. loin dans ce que tu dis, ce qui est difficile, bien sûr, c'est de gérer une éruption avec des humains, avec une ville, avec des gens évacués. Mais c'est encore plus compliqué de gérer une non-éruption. Je prends un exemple. Tous les indicateurs sont au rouge. Le volcan bouge, il gonfle, il chauffe. On attend une éruption dans les jours à venir. On évacue une ville avec des gens. Ça va être des centaines de gens, des milliers, plus. Les gens sont évacués, l'éruption n'a pas lieu. Pourquoi elle n'a pas lieu? Non pas qu'on s'est trompé, c'est parce que le magma, ben, il s'est arrêté en cours de route. Les gens reviennent. Si 6 mois après, on leur dit, bah, écoutez, il faut repartir, les gens vont dire, bah, écoutez, vous avez déjà fait le coup une première fois. Voilà, Oui. on comprend aussi, il faut bien comprendre que les humains, ben, voilà, ils voient un peu aussi leurs soucis, leur vie à mener, Hmm. leur récolte, s'ils sont paysans, Bien sûr. leur travail, leurs, leurs devoirs familiaux, tout ça. Enfin voilà, donc c'est pas Hmm. simple. C'est vrai que bah, voilà, de gérer des humains, c'est compliqué et ça se comprend très bien. Bien sûr. Ah, j'imagine, mais en même temps, c'est aussi votre travail à vous, en tant que bah, chercheur, etc., de prévenir. Alors, je sais pas si c'est toi et par exemple les personnes qui sont dans le même domaine que toi, qui préviennent les populations, ou ça, c'est encore autre chose. C'est vous qui prévenez les organismes directement du fait qu'il va y avoir un potentiel Alors volcan, qui ensuite préviennent la population. moi, je suis pas vraiment, je m'occupe pas vraiment d'un observatoire, hein. En général, quand il y a un D'accord. volcan actif, il y a souvent un observatoire à côté, à une distance respectable, mais suffisamment près pour être surveillé, suffisamment loin pour être protégé. Et cet observatoire, il est en relation avec plein d'instruments qui sont posés sur le volcan, ce qu'on appelle des capteurs. Et D'accord. quand les capteurs montrent des anomalies, le directeur de l'observatoire est amené à prévenir, alors là, des personnes politiques, des responsables politiques et civils, ça va être le maire, le préfet, le ministre, qui va décréter, lui, l'évacuation. C'est pas le scientifique qui déclare l'évacuation. Les scientifiques, ils conseillent,
Et D'accord. c'est parfois le préfet, en général, oui, le préfet qui va décider une évacuation, souvent, ça peut être en relation avec le ministre de l'Intérieur, selon la gravité ou les circonstances. OK. C'est incroyable. J'arrive toujours pas à après cet échange là déjà de ça fait déjà près, ouais, ça fait 50 minutes environ qu'on enregistre. J'arrive pas à réaliser que j'ai la chance de pouvoir échanger avec une personne comme toi qui a la chance et qui a eu la chance de vivre des expériences comme celle-ci. C'est vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Bon, faut que je reprenne mes esprits. Je suis en train un petit peu de regarder le script en parallèle parce que j'ai pas envie de louper grand-chose parce que tout est fascinant et tout est bon à prendre, je trouve. Si on quitte un petit peu, on va dire, les volcans terrestres, et on se plonge un peu plus maintenant sur les volcans qui sont situés dans l'espace. Par exemple, typiquement la planète Mars. J'ai fait un petit peu mes recherches en amont quand même et j'ai trouvé fascinant. D'ailleurs, je vais me remettre le visuel en parallèle, comme ça me permet de me rendre compte par la même occasion. Euh, c'est, je crois, c'est un volcan sur Mars qui fait la taille de la France, si je dis pas de bêtises, et qui se nomme Oui, le Olympus Mons. Je sais pas si je le prononce bien. voilà, c'est tout à fait ça. Alors c'est vrai que on est en plein dans le sujet, c'est qu'en plus, à l'université Paris-Saclay, où je travaille, notre équipe s'appelle Planétologie et Volcanologie. Il y a à la fois des D'accord, planétologues et des volcanologues, et on collabore ensemble pour le plus grand intérêt des uns et des autres. d'accord, Et c'est vrai que maintenant, grâce au sonde spatial, on a de bonnes idées des volcans extraterrestres du système solaire. Et c'est ce qui évolue le plus vite et c'est ce qui est le plus fascinant pour les années à venir. Donc c'est vrai que quand je vois des jeunes qui veulent être volcanologues, ils me disent oh, vous avez déjà tout fait. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de terrains vierges dans l'espace. oui, Et puis effectivement, quand j'ai écrit un livre, eh ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle Volcanologie chez Duno. La première édition c'était en 91, la sixième c'était en 2021. Ben, quand je fais une nouvelle édition, tous les 5 ou 6 ans, ce qui me demande le plus de travail, c'est le chapitre volcan interplanétaire, parce que les sondes découvrent de plus en plus. Alors tu as raison, oui, Mars est très bien connu maintenant, parce qu'il a été visité par des appareils, des sondes spatiales, soit qui tournent autour, hein, on appelle ça des orbiteurs, soit qui se posent, on appelle ça des landers, soit qui bougent, qui se baladent, on appelle ça des rovers. Et d'accord, Mars est bien connu, on a un planisphère de Mars, hein, qui est bien connu, on voit, il y a Valles Marineris qui est un immense canyon, et puis il y a des... Alors, paradoxalement, sur Mars, ce qui est étonnant, il n'y a que 23 volcans. Sur Terre, il y a plusieurs milliers de volcans. Il n'y a que 23 volcans sur Mars, mais ils sont gigantesques. Et le plus grand, tu as raison, c'est Olympus Mons. Il est quasiment grand comme la France, il est haut comme 3 fois l'Everest. Donc c'est un volcan géant. Alors pourquoi sur Mars, qui est une planète plus petite que la Terre, il y a des plus gros volcans? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de plaque qui bouge. Donc quand il y a un volcan sur Mars, il va vivre 1 milliard d'années, que sur Terre, il va vivre que quelques millions d'années. Donc un volcan, au bout de quelques millions d'années, il change de place, il s'arrête, donc il n'est jamais très très grand. Que sur Mars, il y en a 23, mais chacun a vécu 1 milliard d'années. Ils sont tous éteints maintenant, hein. Il d'accord, n'y a plus de volcans actifs sur Mars, mais d'aller sur Mars, je crois que c'est la grande aventure pour les plus jeunes qui nous écoutent, pour les futurs scientifiques, les futurs volcanologues, les futurs géologues, hommes et femmes, hein. C'est un challenge. Alors on connaît également des volcans très étonnants sur Io, qui est une lune de Jupiter, où il y a des volcans qui sont comme sur la Terre, mais multipliés par 100. Des lacs de lave qui font 200 km de diamètre, des coulées de lave qui font 1000 km de long, des projections qui font 200 km de hauteur. en- Pourquoi? Parce que Io, la lune de Jupiter, est perturbée par Jupiter lui-même, l'énorme Jupiter qui a une gravité énorme. Donc Io, toute petite, ne comprend rien du tout, donc elle vibre sur elle-même à cause de l'effet de pesanteur de marée de Jupiter, et donc elle chauffe et elle fond, et donc elle fait des éruptions, et les sondes successives qui visitent Io prennent des images les unes après les autres, et on voit des variations, donc là on sait que les volcans sont actifs. Alors se poser d'accord, sur Io, c'est pas évident, je pense, pour des astronautes ou des cosmonautes, hein, j'imagine. des spationautes, mais des sondes de plus en plus vont visiter Io, qui est une énigme. Mais également, on s'intéresse à Vénus, on s'intéresse à des satellites de Saturne, de Neptune, même de Pluton. Hein, il y a sur Triton, satellite de Neptune, il y a des geysers d'azote liquide qui montent à 15 km. Pourquoi? Bah parce que c'est un volcan de glace, qu'on appelle du cryovolcanisme, qui fond en eau. Alors, c'est pas de l'eau comme l'eau qu'on boit sur Terre, hein, c'est un mélange d'hélium, d'azote, de différentes choses. Et voilà, donc c'est D'accord. gigantesque. Donc aller sur Triton,
pareil, je sais pas si un jour un humain pourra y aller, mais bon, c'est au moins envoyer des sondes et des robots, voir ce qui se passe. Puis après, bien sûr, il y a tout, les autres systèmes solaires. Hein, ben ça, ça sera pour encore nos descendants dans quelques siècles, quelques millénaires. Quoi. Voilà pour dire que l'aventure scientifique a commencé avec l'humain et ne s'arrêtera jamais. Oui, Quand j'étais gamin, il y avait des grands scientifiques qui avaient fait plein de choses. Moi et ma génération, on n'est pas plus malin qu'eux. Simplement, on a bénéficié d'autres choses. C'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait oui. pas de mobile, il n'y avait pas d'ordinateur portable. Donc les gens disent, mais comment faisiez-vous? Ben, moi, je leur réponds, il faut savoir aussi avant Jésus-Christ, il y avait des Grecs qui mesuraient le tour de la Terre avec bien moins de moyens que nous, mais ils avaient leur génie. Donc on va dire que l'humain, il n'est pas plus malin ou plus intelligent à chaque génération. Simplement, les intelligences s'ajoutent et les savoirs s'ajoutent aussi. Donc c'est vrai on bénéficie des connaissances apportées par nos anciens, nos prédécesseurs, et qu'on transmet à nos suivants. Ok. Ça me fascine. J'ai regardé, je me suis permis de regarder en parallèle. Je vois là qu'il y a une image du monde sur les crépitements du volcan sur la lune de Jupiter. Et en fait, j'ai l'impression que il y a des volcans qui rentrent en éruption assez souvent dessus, peut-être. Ou qui. Oui, oui. Ouais, c'est très régulier. Ben, Ouais, c'est. la première fois qu'il y a eu un survol de Io, je crois que c'était Voyager, une sonde américaine, il y avait eu 7 volcans actifs qui avaient été détectés, et Voyager 2 avait détecté 8 volcans actifs. Oh, Voilà, c'est donc énorme. on leur donne même des noms. Hein. Il y a Prométhée, il y a Kilian, je crois. Voilà, donc c'est des types différents que les volcans terrestres. Voilà, donc D'accord. ils commencent à être bien connus. Puis c'est vrai, il y a la sonde Magellan, je crois aussi, qui a été satellisée autour de Jupiter, qui a également fait des images. Enfin, voilà, donc on a un début de connaissance de Io qui montre que, en tout cas, c'est une logique qui n'a rien à voir avec la Terre, parce que Io est plus petite que la Terre. Io ne chauffe pas, mais Io vibre par la masse de Jupiter. C'est donc voilà, ça n'a D'accord. rien à voir. Donc d'avoir des cas différents d'école, c'est intéressant de comparer les volcans de différentes planètes, parce que justement, quand on est sur la Terre, on a des volcans qui sont tous, on va dire, un peu cogénétiques, même s'ils sont différents. Mais quand on a des volcans extraterrestres, également, ça permet d'avoir d'autres conceptions, d'autres idées, et de compléter ses connaissances. D'accord. Et justement, cette planète Io, il faut savoir que, comme tu l'as précisé juste avant, c'est vraiment des volcans et c'est pas des petits volcans. Donc j'imagine que quand il y en a 7, même voire 8, qui rentrent en éruption, c'est en fait, entre grosses guillemets, une grosse partie de la planète en elle-même qui rentre en éruption aussi, quoi. C'est Ah vraiment. oui, c'est une planète qui est une sorte d'enfer. Je sais pas, voilà, enfin, c'est difficile à imaginer. Hmm. Effectivement, quand je dis un lac de lave de 200 km de diamètre, c'est une mer de lave. C'est pas un lac de lave, c'est une mer. Ouais, Voilà, bien sûr, ouais. donc c'est en énergie, en chaleur, c'est en matière qui se déplace, qui fond, qui précipite, c'est énorme. Des dépôts de soufre, Hmm. voilà, tout est gigantesque. C'est multiplié par 100 ou 1000 par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. C'est impressionnant. Et concernant Mars, alors peut-être qu'on quitte un petit peu on va dire le chemin du volcan, mais ça m'intéresse beaucoup trop pour ne pas poser la question. Il n'y a pas un seul humain qui a mis les pieds sur Mars jusqu'à maintenant. Pour l'instant, non, c'est pas si simple. C'est vrai que Mars tourne autour du Soleil, la Terre aussi, donc des fois Mars est près de la Terre, des fois il est loin de la Terre. Donc on D'accord. sait aujourd'hui qu'un voyage sur Mars, ça serait 6 mois aller, 6 mois sur place, 6 mois retour. Donc c'est pas si simple. Il faut Ok. donc prévoir des matériels de survie, de l'oxygène, de la nourriture, de quoi vivre. Alors c'est vrai que l'exploration spatiale prend un peu de retard par rapport au projet. Moi, j'ai eu la chance de connaître la conquête spatiale, de me passionner pour le début de la conquête spatiale, du vol de Yuri Gagarin en 61. Ok. Moi, je suis né en 53, donc en 63, j'ai vu passer au-dessus de la France Nikolaïev et Popovitch dans leur Vostok 3 et 4. C'était le début de la conquête spatiale. Il y avait les Russes et les Américains qui se tiraient un peu la bourre. Et quand Gagarin est parti en 61, 1961, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, Gagarin aurait eu 90 ans il y a quelques jours. Hein. Bon, il est mort d'un accident d'avion avant. D'accord. On disait l'homme autour de la Terre en 61,
l'homme ou la femme, enfin l'humain, sur la Lune en 1970, et sur Mars en 1985. Alors 70, ça est réalisé, des Américains sont arrivés sur la Lune en 70, mais Mars en 1985, on est bien loin d'y arriver, et maintenant, même maintenant, on n'imagine pas quelqu'un sur Mars avant dans 10 ans, quoi, hein. 2030, D'accord. 2040, 2050. Parce que c'est compliqué, il faut des grosses fusées, il faut des grosses logistiques. Déjà là, l'idée, c'est de revenir sur la Lune, qui n'a pas été visitée depuis très longtemps, hein. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs équipages et plusieurs sondes qui sont intéressés à la Lune dans les années 70, puis après, ça s'est arrêté pour différentes raisons, politiques, économiques. Bon, on peut pas, c'est très trop long à en discuter, Hmm. mais il faut déjà réapprendre à aller sur la Lune, ce qui est en train d'être fait pour l'instant. Et après, une fois qu'on aura appris à aller sur la Lune, on essaiera d'aller sur Mars. Mais ça, c'est le grand challenge de la génération à venir, des jeunes qui nous succèdent. Et bah voilà, c'est passionnant. Voilà, c'est montrer, faut voir. C'est vrai qu'il faut penser que l'humain fait parfois le pire. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont vraiment pas belles, mais aussi l'humain peut faire le meilleur aussi. Bien C'est vrai sûr. que penser que aller de façon pacifique sur Mars avec un équipage mix hommes et femmes, et puis des gens de plusieurs pays et de plusieurs races et de plusieurs couleurs, ça serait un beau symbole. Hmm. C'est clair, puis c'est surtout peut-être éventuellement pour, comme peut-être on essaie de nous le faire croire, je ne sais pas, mais peut-être d'envisager une seconde chance pour l'homme d'habiter sur Mars. Alors après, je- Oui, alors c'est... habiter sur Mars, c'est pas si simple, hein. Sur Mars, fait quand même Ouais. froid, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça serait un peu comme habiter un peu en Antarctique ou en terre adélie. Hmm. Donc c'est un peu plutôt de la survie que de la vie. Mais ça serait pas impossible qu'il y ait une base sur Mars comme sur la Lune dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, c'est envisageable. Par contre, dire que s'il y a trop de personnes sur Terre, on en enverra sur Mars, ça, je crois que c'est pas d'actualité pour l'instant, quoi. Je pense que ça risque de mettre un petit moment, ouais, effectivement. Surtout avec... Voilà. Mais bon, le fait d'aller sur Mars, voir ce qui s'y passe, et puis c'est d'apprendre, y a-t-il de la vie sur Mars? Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Les autres planètes? Et puis après, ben, on s'intéressera au système extrasolaire. On sait qu'il y a des planètes sur d'autres étoiles que le Soleil. Certaines Hmm. seraient peut-être habitables. Sont-elles habitées? Voilà, ça donne un peu le tournis. Ça, je retrouve un petit peu mes rêves d'enfance quand je lisais mes livres d'astronomie, où à l'époque, on quittait à peine la Terre. Ouais. Pardon, parce que ce phénomène justement un petit peu des planètes, etc., c'est quelque chose qui t'a toujours aussi fasciné que les volcans finalement. C'est une Oui, enfin, seconde disons que passion. quand j'étais gamin, je m'intéressais un peu à tout ce qui était un peu naturel. Alors, bien sûr, à la géologie, donc, on disait aux roches, aux dinosaures, aux volcans. Je m'intéressais à l'archéologie, à l'astronomie. Et puis, je m'intéressais également aux records un petit peu sur Terre, un peu, donc, la plongée, les gens qui plongeaient comme Mayol, comme l'homme du Grand Bleu, qui plongeait à moins 100 mètres. Il y avait Michel Siffre, spéléologue, qui passait 6 mois sous terre. Il y avait les records durés en apesanteur dans l'espace. Donc ces records me fascinaient parce que c'était des records un petit peu extra-humains, quoi. C'était des gens Hmm. qui faisaient ça, c'était des gens extraordinaires, tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens confondent un peu tout. Moi, je sais que quand j'allais à la campagne chez mes grands-parents, il y avait une paysanne qui m'avait vu naître, hein, puis après elle m'avait vu faire mon travail. Elle me disait alors Jacques-Marie, vous êtes toujours spéléologue? Et bah, je lui disais oui, parce que c'est vrai, dans son esprit, volcanologue, spéléologue, c'était des gens qui allaient un petit peu loin dans la terre et ça faisait partie des mêmes choses. Et j'étais flatté qu'elle me dise ça. Et puis c'est vrai que c'était pas complètement faux non plus, parce que, disons, d'esprit, les deux se rejoignent. Hmm. Et en parlant justement de ce qui est reptiles, dinosaures, etc., on a toujours eu, et moi j'ai l'impression en tout cas que on n'a jamais eu le fin fond, le fin mot de l'histoire, qui est celui de... Certains disent que c'est dû à une éruption volcanique planétaire, due au fait que les dinosaures ont disparu. D'autres disent que c'est un météore. D'autres disent que c'est l'ère glaciaire. Que penser de tout ça en fait finalement? On n'arrive pas à savoir réellement ce qui s'est passé. Ou alors il y a quelque chose récemment qui est tombé et j'ai pas été mis au courant, mais Oui, bah, c'est une question multiple et une réponse multiple, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que la Terre a 4,5 milliards d'années, plus ou moins, comme le système hmm, solaire.
Et les enregistrements géologiques montrent qu'il y a eu, alors il y a eu la vie à partir de 500 millions d'années peut-être, D'accord. et les fossiles, hein, les études géologiques montrent qu'il y a eu des variations de faune et de flore assez brusques dans certaines périodes de l'histoire géologique de la Terre. Donc on donnait par exemple à la fin de l'ère primaire, beaucoup de fossiles ont disparu, par exemple les trilobites, puis ont été remplacés par les ammonites. Bon. À la fin de l'ère secondaire, c'est les dinosaures qui disparaissent et les ammonites remplacés par les mammifères, puis par exemple d'autres mollusques, etc. Alors c'est vrai que ces disparitions, elles sont assez brusques à l'échelle géologique. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été brusques à l'échelle humaine. C'est pas en une nuit que les dinosaures ont disparu. Mhm. Ils ont peut-être disparu en 10 000 ans. Mais après avoir vécu 100 millions d'années, c'est très brusque. Alors les causes, elles sont multiples et elles peuvent être différentes d'une disparition à une autre. En gros, je crois qu'on a montré qu'il y a eu en géologie 5 extinctions majeures au cours de l'histoire de la vie de la Terre. Chacune étant un peu différente. Donc les causes, ça peut être, comme tu l'as dit, ça peut être soit des chutes de météorites, ça peut être des éruptions volcaniques, ça peut être simplement des variations de climat, de niveau de la mer et de niveau des glaces. Donc changement de climat. Donc c'est vrai que pour des reptiles, ben, si la température change, les reptiles, ils ont le sang froid, hein, ils savent pas se protéger, puis ils étaient très Mhm. gros, donc c'était fragile. Donc voilà, donc ça peut être dû à différents cas. Alors c'est vrai qu'à la fin du Crétacé, à la fin de l'ère secondaire, avant l'ère tertiaire, à la limite secondaire tertiaire, les dinosaures disparaissent tous assez brusquement, ainsi que plein d'autres espèces. Et à cette époque-là, il y a deux phénomènes très connus également. Il y a une chute d'une météorite au large du Yucatan, à Chicxulub, et de l'autre côté, il y a une éruption majeure qui dure plusieurs millénaires dans le Décan en Inde. Donc D'accord. l'un comme l'autre pourrait expliquer la disparition des dinosaures. Peut-être les deux. Peut-être Oui. les deux sont peut-être même liés. Certains pensent que la chute de la météorite aurait pu déclencher une éruption, ou bien même que, en fonction de la position de la Terre dans le, on va dire dans la galaxie, il y a des périodes qui sont favorisées par des bombardements météoritiques qui sont plus importants et qui pourraient donc augmenter le volcanisme. Donc, vous voyez, tout ça est un petit peu complexe. Il faut comprendre que ça peut être aussi des cas, si on dit que le climat change, beaucoup de reptiles, notamment les crocodiles, ont leurs œufs dans des nids et en fonction de la température du nid, les œufs font des mâles ou des femelles. Alors, D'accord. pour qu'une espèce perdure, il faut qu'il y ait à peu près autant de mâles que de femelles, ce qu'on appelle un ratio, pour qu'il y ait une reproduction harmonieuse. Donc, Mhm. si vous imaginez que pour certains reptiles, certains dinosaures, à cause des changements climatiques, simplement il y a eu d'un seul coup beaucoup plus de mâles que de femelles ou l'inverse, l'espèce peut disparaître de façon, on va dire, assez classique, sans catastrophe formidable, sans forcément des catastrophes extraordinaires, mais par ce qu'on appelle un sexe ratio défavorable qui fait que petit à petit, bah, il n'y a plus d'accouplement, pas assez de mâles ou de femelles. Bon, voilà, c'est un autre cas possible. Donc, oui, il y a beaucoup d'idées. Donc, je crois qu'on n'a pas une idée. On a des idées. En tout cas, on sait que des espèces sont fragiles, qu'elles peuvent changer, que les climats peuvent changer, et qu'il y a eu donc eu, depuis que la Terre existe, différents panoramas, donc aussi bien à l'époque carbonifère, des forêts de fougères géantes avec des libellules d'1 mètre d'envergure et puis des scorpions et des scolopendres de 3 mètres de long. C'est pas forcément très sympathique. Puis après, il y a Ouais. eu des dimétrodons, il y a eu des tyrannosaures, des tricératops. Puis après, bon voilà. Puis après, c'est au contraire des mammifères géants à l'ère tertiaire, comme le Beluchitherium, qui était un rhinocéros géant. Puis il faut quand même savoir que le plus grand être qui ait jamais vécu dans l'histoire de la Terre, c'est un être actuel, c'est la grande baleine bleue qui fait 100 tonnes, qui est plus grosse que les dinosaures, hein. Donc il faut savoir aussi que le plus gros être vivant terrestre, c'est la baleine, elle est actuelle. C'est incroyable. Et cette baleine en question existait déjà à l'époque, lors de la Non, période des mais dinosaures? justement, Non, ouais, elle est ouais, plus lourde que les dinosaures. Les dinosaures faisaient ouais, 30, alors eux, ils étaient terrestres, par contre, ils faisaient 30 tonnes, les plus gros faisaient 30 tonnes, la baleine fait 100 ouais. tonnes, la baleine est marine, hein. Donc c'est vrai que Mhm. les plus gros êtres terrestres, c'était des dinosaures genre Diplodocus ou Brontosaures, hein, ou Allosaures, donc des gros quadrupèdes, qui étaient d'ailleurs herbivores, donc qui engloutissaient des quantités de forêts énormes. C'est eux les plus grosses espèces terrestres, mais si on prend les marins, c'est une baleine qui est actuelle. D'accord. OK. Bon, bah, c'est sympa que vous ayez fait un petit détour, sur ça. Moi, ça m'intéressait, sur, cette fameuse énigme et qui, moi, je crois toujours en ce,
fameux météore qui a littéralement tout plombé sur son passage. Mais c'est vrai Ah bah, qu'après il réflexion, existe, hein. Oui, c'est ouais, sûr qu'il existe, hein. Et puis ouais, il y a ce qu'on appelle à la limite Crétacé-Tertiaire, il y a des anomalies en iridium. Donc l'iridium, c'est un métal anormal et donc il pourrait provenir de la chute de la météorite, pourrait provenir de l'espace, hein. C'est vrai qu'il y a une anomalie en iridium qui est bien connue dans différents endroits de la Terre. d'accord. Et du fait que tu as dit, pardon, juste avant que il y a un certain, la planète à un moment est dans un certain axe de la galaxie. Enfin, je sais pas si j'emploie vraiment les bons mots, mais qui fait que elle est plus favorisée par l'impact des météores. Parce que, à ce que j'ai compris, les météores aussi, c'était potentiellement un phénomène que tu étudiais aussi par rapport à éventuellement des météores sur Terre. Enfin, est-ce que c'est quelque chose déjà que toi tu fais ça, éventuellement est-ce que tu as déjà analysé, par exemple, des chutes d'astéroïdes sur Terre, étudié ce genre de phénomène-là? Peu, mais j'ai été amené, donc d'abord les météorites parfois sont du basalte, ça ressemble beaucoup à des basaltes terrestres, donc j'ai parfois regardé ça. Excusez-moi. J'ai Pas de souci. collaboré avec une équipe sur l'étude d'une météorite particulière. Donc, il y avait certains aspects, je ne veux pas détailler ici. Donc, j'ai été, bien sûr, ça m'a intéressé. Donc, en plus, dans mes collègues, il y en a beaucoup qui s'intéressent aux météorites, tout ça. Donc, c'est vrai que je baigne un peu là-dedans, mais je ne suis pas du tout spécialiste. D'accord. Mais c'est vrai que là, je reprends des théories proposées par d'autres collègues. Hein, c'est pas moi qui les invente, mais je les ai reprises dans mon livre Volcanologie. Notamment, j'ai un collègue et ami qui s'appelle Rampino, Michael Rampino, qui est américain. Et on montre qu'effectivement, que la galaxie oscille sur elle-même et que la Terre, tous les 60 millions d'années, la Terre est dans un axe où elle est beaucoup plus bombardée par les météorites. Donc, ça pourrait favoriser la fusion du manteau et une crise volcanique. Donc, il apparaîtrait que tous les 60 millions d'années, il y aurait une crise météoritique, une crise volcanique et donc une crise biologique. Et lequel D'accord. entraîne l'autre, c'est les deux, tout ça est un petit peu lié. Alors voilà, donc c'est pas de moi, mais je trouve cette théorie séduisante, parce que pour moi, donc ça voudrait dire que dans le cas des dinosaures, la cause est mixte, elle est à la fois extraterrestre et terrestre. Voilà, donc Hmm, c'est une idée parmi d'autres. Enfin, ça, c'est pas mes recherches, mais bien sûr, j'ai beaucoup lu, beaucoup discuté. bien Pour sûr. écrire mes livres, bien sûr, je cite mes collègues, mais c'est en lisant et en comparant et en essayant de comprendre qu'on avance, quoi. Et ça veut dire aussi que potentiellement, sauf si on, bien évidemment, et ce que j'en doute pas forcément, on disparaîtra avant, ça veut dire que, en fait, la Terre, toutes les 60 millions d'années, bien que ça soit aussi extraterrestre, en gros, elle fait un petit peu le ménage. C'est ça. C'est chaque 60. En fait, c'est comme des espèces de cycles qui font que chaque 60 millions d'années, les personnes qui sont sur Terre, que ce soit les dinosaures, que ce soit les humains, que ce soit les mammifères, etc., ils tendent forcément à disparaître à un moment donné du fait de ce cycle. Alors, c'est peut-être un peu simplifié comme ça, parce que ça, on n'a pas vraiment ça, vraiment, c'est pas si net que ça. Ouais. Mais ça, quand même, faut savoir qu'il y a des espèces qui ont duré longtemps. Les dinosaures ont vécu une centaine de millions d'années. Pour l'instant, l'espèce humaine, elle apparaît il y a un peu plus de 2 millions d'années, hein. Et Hmm. puis, l'humain, on va dire, sapiens, c'est 50 000 ans. Donc voilà. Donc c'est vrai que nous, on est une espèce jeune. Quel est notre devenir? Alors maintenant, c'est vrai que la civilisation récente, elle a commencé, on va dire, il y a quelques milliers d'années avec les Égyptiens, les Assyriens, les Mésopotamiens, hein. Elle continue aujourd'hui. Quel est notre devenir? Ben, ça dépend un peu de nous. C'est vrai que toute espèce est amenée à disparaître tôt ou tard. Donc à ce moment-là, effectivement, nous, la différence qu'on a, c'est que ben, je pense qu'on est une espèce qui est capable de gérer son avenir pour le meilleur et pour le pire. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Comme tu disais, on pourra envisager peut-être d'aller ailleurs si la Terre a plus les mêmes conditions, tout ça. Mais c'est vrai que s'il n'y a plus d'humanité, la Terre continuera à tourner. Ça ne sera pas la Hmm. fin ça sera pas la fin du monde, ça sera la fin de notre monde à nous, des humains, mais la Terre continuera à tourner. Donc la Terre, à 4,5 milliards d'années, elle est programmée pour durer encore aussi longtemps. Donc elle est en milieu de vie, elle est en pleine forme. Et c'est vrai, même si les humains envoient des bombes atomiques et s'autodétruisent, bah, la Terre, ça lui fera quelques cicatrices, ça n'empêchera pas qu'elle continuera à tourner. Hmm. Voilà, donc il faut savoir que ça, pour simplifier, pour répondre, pour résumer, on a besoin de la Terre, nous les humains. La Terre n'a pas besoin de nous, elle peut continuer comme ça, avec d'autres espèces ou pas.
Hmm. Voilà, elle peut devenir comme d'autres planètes, elle pourrait devenir un monde sans vie, inhabité, ça serait bien triste, mais elle tournerait toujours autour du Soleil Hmm. à son rythme géologique. Ouais, c'est encore une fois ce qui prouve qu'on n'est quand même pas grand-chose et que Mère Nature est bien au-dessus de nous. Euh, J'aurais voulu avoir une petite question au sujet. Alors, c'est pas forcément encore en lien avec le volcanisme, mais c'est en lien plutôt avec les séismes. Il y a ce qu'on appelle la faille de San Andreas, le fameux Big One, je crois qu'on appelle comme ça aussi. Ce fameux phénomène-là, parce que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, comme quoi, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est pas d'ici 2050, ils avaient donné une date, mais que à un moment donné, ça allait péter, quoi. À un moment donné, la faille allait s'ouvrir, la faille allait s'écarter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que ça existe réellement, cette histoire de faille? Comment ça se déroule réellement? Oui, dans le monde, on connaît plusieurs failles importantes qui bougent, qui sont actives et qui sont donc sismiques. Ok, Donc, comme tu l'as dit, la faille de San Andreas, elle est en Californie, donc elle traverse, enfin, elle est pas loin de Los Angeles et de San Francisco, et potentiellement, elle bougerait de quelques centimètres par an. Mais d'accord. en fait, c'est pas ça, c'est quelques mètres tous les 100 ans, tous les siècles. Donc, elle se réajuste. Il y a des tensions qui se forment, donc la faille devrait bouger, elle résiste, et elle casse d'un seul coup. Donc, c'est vrai qu'en moyenne, tous les siècles, il y a un séisme majeur dans cette région, qu'on appelle le Big One. À San Francisco, le dernier date de 1906. Donc, c'est vrai que c'est un séisme qui était en gros séculaire, tous les 100 ans. Donc, c'est vrai que on pouvait s'attendre à partir de 2006, plus ou moins, à un autre Big One, et tout le monde le sait. Donc, ce Big One, il est programmé, il aura lieu tôt ou tard. Et effectivement, ben voilà, les gens vivent avec. C'est effectivement pas très, c'est pas très rassurant, mais c'est vrai que là, j'arrête, j'ai un souci de caméra, j'ai l'impression. Donc voilà, ça reprend là. Donc c'est Oui, vrai oui, pas de souci. que cette faille de San Andreas, elle bouge tous les 1 ou 2 siècles et que on risque d'avoir un séisme majeur dans le siècle à venir. Ça peut être dans un an, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 100 ans. C'est quand on dit c'est tous les siècles, plus ou moins un siècle, quoi. Mais par contre, on sait que la faille bouge, donc il faudra qu'elle se réajuste tôt ou tard. Ça veut dire que potentiellement, il faut s'attendre, bien que j'imagine qu'ils mettent en place des infrastructures spéciales, euh, s'attendre à une destruction de la ville de San Andreas, en fait. La ville de San Francisco, Oui, pardon, San Francisco, on oui. n'en sait rien. Je veux dire qu'effectivement, donc c'est vrai que les constructions sont le mieux adaptées possible. C'est vrai que quand on fait des constructions nouvelles, on les fait en parasismique. Donc ça peut, voilà, les différents scénarios sont envisageables, mais on va dire que c'est une faille qui est sismique et donc il y a un risque sismique. Maintenant, je ne peux pas en dire vraiment plus sur qu'est-ce qui peut se passer ou pas. C'est pas simple, mais c'est vrai que cette faille est connue, mais il y a d'autres failles du même type, la faille du Jourdain, la faille anatolienne en Turquie, qui sont des failles qui bougent assez régulièrement et qui font des D'accord. séismes meurtriers, comme on l'a vu en Turquie et en Syrie il n'y a pas très longtemps, par exemple. Je suis en train de regarder en parallèle des images justement du Big One de 1906. C'est impressionnant. La ville est complètement ruinée. Ça fait peur. Ça fait peur quand on voit ça quand même, parce que vraiment il reste pas grand chose quoi. Il reste pas grand chose. Pour celles et ceux qui écoutent, je vous mettrai si vous voulez des liens d'images en description si vous voudrez aller jeter un œil. Ou sinon vous tapez directement Big One 1906 à San Francisco, mais c'est très impressionnant et ouais, ça fait peur. Et justement, en lien avec par exemple cette fameuse faille de San Andreas, ou encore, si je puis dire, le film Pompéi, ou encore Volcano, j'ai vu que j'ai regardé d'ailleurs ton interview sur un petit peu le vrai du faux sur le film Volcano. J'ai trouvé ça d'ailleurs hyper intéressant de voir l'avis d'un scientifique comparé à un film cinématographique. C'est quoi, toi, globalement, pour les gens qui n'auraient pas regardé l'interview, ton avis sur tout ça, sur tout ce qui est film, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de vrai? Est-ce qu'il y a beaucoup de faux aussi? Je pense que c'est un mélange des deux, comme tu l'aurais cité, mais est-ce qu'il faut envisager des fois des choses telles que, par exemple, le film Volcano? Tu l'as cité précédemment, normalement non, tu peux pas avoir un volcan qui sort de nulle part n'importe où, c'est pas possible.
Mais est-ce que ça peut quand même s'envisager outre à travers un écran, à travers un film derrière des caméras? Ouais, il y a eu beaucoup de films qui ont eu comme thème des catastrophes naturelles, hein. Alors souvent c'était un roman, il y avait à côté une histoire d'amour, une histoire humaine. Donc on va dire que d'abord un réalisateur a tous les droits. C'est comme un Mmh. romancier. Quelqu'un qui écrit un roman, il écrit ce qu'il veut, voilà, c'est un roman. Donc il y a des films qui sont des romans. Donc à partir de là, si c'est bien ficelé, si c'est bien tourné, si c'est prenant, si les gens ont de l'émotion, ben, c'est une réussite. Mmh. Alors maintenant, ils peuvent être plus ou moins crédibles. Donc il y a un film qui était, à mon avis, était pas mal fait du tout, c'était Le Pic de Dante. J'avais d'ailleurs rencontré le réalisateur quand il avait fait sa tournée en France pour présenter le film. Il m'avait demandé de l'accompagner pour justement un peu cautionner ou pas ce qu'il disait. Mmh. Et Le Pic de Dante, c'est un petit peu un remake du Mont Saint-Helens, qui a fait une éruption aux États-Unis en 1980, mais en concentrant tout dans un laps de temps court. Alors au lieu d'être sur 10 ans, ça se passe en quelques semaines ou quelques mois, parce qu'il faut bien sûr que le film soit haletant. Donc Mmh. le héros, c'est Pierce Brosnan, hein, James Bond. Il lui arrive plein de choses. Il y a un lac d'acide, il y a des retombées de sang, il y a une nuit ardente. Mais c'est bien fait. La nuit ardente est bien reconstituée et c'est assez crédible. C'est pas mal fait. Si ce n'est que c'est trop rapide, c'est trop concentré, puis il se passe trop de choses à la fois. C'est vrai que quand on a un volcan, il est soit l'un, soit l'autre. Là, il y a tout à Oui. la fois. Mais voilà. Mais c'est pas mal fait. Dans le cas de Volcano, le film, il est improbable, mais il est bien tourné. Il est intéressant. Et puis, il y a de l'idée. C'est vrai que l'idée, c'est que, et qui part d'idées vraies, c'est que quand on a fait le métro à Los Angeles, il y a eu des problèmes un peu d'explosion, de coups de grisou, parce que à Los Angeles, dans Los Angeles et autour, il y a beaucoup de puits de pétrole et beaucoup de puits de gaz. Et donc, il y a un endroit dans Los Angeles qui est une source de bitume qui s'appelle la Brea Tar Pits, qui fonctionne depuis longtemps et dans lequel d'ailleurs sont tombés des animaux préhistoriques qu'on a retrouvés dans le bitume, qui ont été préservés. D'accord. Donc, l'idée de ce film, c'est que la Brea Tar Pit devient un volcan. Alors, c'est pas possible, mais c'est tellement fascinant que quand moi je suis allé à Los Angeles, j'avais emmené un groupe de passionnés, on est allé voir la Brea Tar Pit, que peu de gens connaissent d'ailleurs, et beaucoup de gens m'ont dit, moi je suis allé à Los Angeles, je n'imaginais pas qu'au milieu de Los Angeles, il y ait un puits de bitume qui fait quand même plusieurs dizaines de mètres de diamètre, et puis qui bouillonne, qui fait un peu du bitume, qui libère des gaz, etc. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, ben, que ça devienne volcan, pourquoi pas? C'est pas possible, mais c'est pas aberrant. Voilà, donc Oui. pour dire que voilà, les films alors, sur Pompéi, sur la Pelée, voilà, avec des histoires d'amour à côté qui vont avec, bon, avec parfois des grandes pointures cinématographiques, hommes ou femmes, des vedettes, bah, c'est bien que ça existe. Voilà, on ne peut pas non plus faire que la vérité. Par contre, il y a des vrais documentaires qui sont faits également, dedans sur certaines chaînes plus tournées là-dessus, auxquelles j'ai parfois participé. Il faut de tout. Par contre, c'est bien quand on fait un roman, ben, de l'annoncer. Voilà, c'est un roman. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est improbable, ça se passera pas comme ça, mais ça n'empêche pas de. Même quand on fait un roman sur une autre planète, ou voilà, enfin voilà, disons, le monde du cinéma est un monde qui est là pour nous faire rêver aussi. Bien sûr. Ah, Pic de Dante, je connaissais pas, mais je vois qu'en tout cas, l'acteur qui joue dedans mais pas méconnu. En tout cas, c'est quelqu'un de connu. Je sais plus le nom de cet acteur en question C'est Pierce et donc Brosnan. voilà, Il a été exactement, connu c'est parce qu'il ça. il a joué James Bond dans d'autres films. Donc il Ouais, était très c'est ça, connu, il était tout à très fait. connu. D'accord et tu as fait cette tournée avec cet acteur en question? Ou juste avec le Non, moi, réalisateur, quand il y a eu le film, c'était pas l'acteur, c'était le réalisateur je crois qu'il s'appelle Peter Donaldson, mais je suis pas tout à fait sûr, quand il est venu à Paris, on a fait une conférence de presse ensemble, j'étais à côté de lui, avec devant les journalistes pour lui raconter son film, et après on me demandait ce qui était crédible, ce qui n'était pas, quoi. Mais il y a D'accord, déjà longtemps de ça, hein, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Et oui. j'étais très content, puis Donaldson m'avait dit que lui, il aurait aimé être volcanologue, et je crois que c'est un Néo-Zélandais, et il s'y connaissait bien, hein, quand il me racontait des histoires de volcans, vous voyez qu'il avait creusé son sujet, et que Ouais, il connaissait son affaire, quoi. Oui, bon, ça avait été une très belle expérience. C'est vrai que quand on rencontre un milieu qui n'est pas le sien, on peut qu'apprendre. bien sûr, bien sûr. Ouais, vous avez eu quand même beaucoup d'opportunités et c'est beau à voir, c'est beau de voir ça quand même, Vous êtes quand même
enfin tu es, pardon, j'ai vraiment du mal à te tutoyer, je suis désolé. Euh, tu, euh, Tu es quand même un petit peu la référence dans le milieu du volcan, en fait, tout de même, quand même, aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres volcanologues, euh, qu'on fasse appel à toi pour que ce soit des interviews pour des, comme on l'a cité précédemment, pour des réalisateurs de films, que ce soit même ne serait-ce que pour les interviews télé, que ça soit tu es quand même quelqu'un, je pense, et ça, je sais pas si, je pense que tu en as conscience forcément, mais que voilà, je pense que t'es reconnu dans le milieu de la volcanologie, et ça, c'était un souhait de ta part au départ, en tant que, ou alors c'était vraiment que de la passion au départ, et par la suite, les choses se sont déroulées naturellement, ou c'était un vœu de ta part plutôt d'être entre guillemets mis en avant sur ce genre de domaine. C'est gentil ce que tu dis, hein. Bon, d'abord, je suis pas le seul sur le marché à parler de volcanologie sur les écrans, hein. Nous sommes plusieurs. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est venu naturellement. Parce que j'ai commencé à faire d'abord ma thèse d'État, donc de faire vraiment de la science. Puis après, j'ai été amené à partager avec le public, donc à écrire des livres. Donc mon premier livre, je l'ai écrit en 1986. Il s'appelait Volcan et Magma. C'était un tout petit livre de poche, mais qui n'était pas très cher, qui s'est bien vendu, qui m'a fait connaître. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui écrivaient des livres, ils étaient connus par le Minitel. Il y avait 3615 ou 3617 Electre qui donnait le nom de tous les livres et tous les auteurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand les journalistes cherchaient des contacts volcans, ils cherchaient des auteurs qui avaient écrit un livre, parce que sinon, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant, il n'y avait pas Google et tout ça, il fallait bien comprendre comment ça se passait. Bien Donc j'ai sûr. écrit un livre, j'ai été interviewé sur ce livre, du coup on m'a fait faire des émissions. Après j'ai fait d'autres livres, j'y ai pris goût, j'ai fait des livres pour les grands, pour les petits, pour les enfants. Certains ont été traduits dans différentes langues, des sérieux, tout ça. Et puis les journalistes j'en ai connu, et certains sont devenus des amis. Donc après ils me redemandaient. Donc ça s'est fait petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vrai que Bien sûr. alors, de 86 à aujourd'hui, bon, j'ai fait pas mal d'émissions de télévision, de radio et de presse écrite, mais ça se fait petit à petit. C'est vrai que moi, ça a fait quelque chose. J'aime bien partager ma passion. C'est un exercice aussi. J'apprends toujours. Quand on parle aux médias, que ce soit avec du temps, comme on fait aujourd'hui ensemble, ou au contraire, quand on n'a que quelques dizaines de secondes dans un grand média, tout est bien, parce qu'il faut apprendre à dire des choses claires à un public. Hmm. Quand on parle pour un journal télévisé de 20 heures en prime, on nous interviewe quelques minutes, on gardera que 15 secondes, mais qui sera interviewé par plusieurs millions de personnes. Hmm. Inversement, quand je suis invité je fais une conférence en province, je suis invité sur une radio libre, c'est une émission qui peut durer parfois 1 heure, mais qui sera peut-être écoutée par quelques milliers de personnes. Hmm. Tout est bien, tout est important, il n'y a pas de bon ou de pas bon. À chaque fois, j'apprends, et c'est vrai que apprendre à parler, apprendre à se faire comprendre, apprendre à expliquer, à transmettre, ça fait partie des choses que j'aime bien faire, faire des conférences aussi. Là, en ce moment, j'en ai plusieurs en ce moment, presque chaque jour. Voilà, puis que le public qui répond, le public qui est content, qui me dit, bah, j'aurais pas imaginé que c'était comme ça la volcanologie. Les gens qui me disent, bah, on a appris à apprendre. Voilà. Des retours, également rencontrer des tout jeunes, des jeunes des écoles primaires, voire maternelles. Parfois dans des milieux difficiles. Je suis allé dans des zones qu'on appelle des zones ZEP ou des zones d'éducation prioritaire où il y a des jeunes qui sont défavorisés. Ben, j'ai eu plaisir à les rencontrer aussi. Puis eux, c'était content aussi d'avoir quelqu'un qui vienne les voir. Voilà, donc bien sûr, j'ai rencontré des gens du PAF, comme on dit, des présentateurs, des journalistes. Souvent, ils sont bienveillants. La plupart du temps, ils sont bienveillants. Je les ai bien aimés, bon contact. Ils m'ont beaucoup appris aussi. Voilà, donc ça fait partie des. Alors après, finalement, il y a un bon contact. Eux, ils y gagnent, moi aussi. C'est un bénéfice réciproque. Tout le monde s'y retrouve. Et voilà, donc on apprend. Voilà, donc c'est quelque chose qui est venu naturellement, on va dire. Hmm. J'imagine que aussi bien toi vis-à-vis de toi-même, mais aussi tes proches doivent être fiers de toi, et je pense qu'il y a de quoi, et c'est très, même ne serait-ce que c'est très sympa de ta part d'avoir, même ne serait-ce que d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à mes questions. Je pense à peu près avoir fait le tour. Après, toi, si tu veux rajouter des choses, il y a aucun problème. De toute façon, on a du temps devant nous. Mais en tout cas, c'est super sympa parce que j'ai un peu l'impression à chaque fois, ne serait-ce que quand même j'avais accueilli des chasseurs de rage il y a quelques semaines de ça, c'est un petit peu
j'ai l'impression un peu de vivre un rêve, je sais pas comment dire, mais je vis pas la chose à l'heure actuelle, mais je sais que moi, mes plus grands rêves seraient d'un jour partir à la conquête des États-Unis dans la Tornado Alley pour aller observer les orages. J'adorerais un jour de dépoussiérer des ossements avec un paléontologue, même ne serait-ce que de gravir un volcan et d'apprendre des choses avec un volcanologue. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peut-être, et j'espère, me donneraient la chance de le faire un jour, peut-être au moins une seule fois dans ma vie, mais outre ça, j'ai cette chance de déjà discuter avec ce type de personnes-là, et juste ça, c'est trop cool. Je suis trop content, et j'éprouve beaucoup de gratitude sur le fait que tu aies accepté mon invitation, et que j'espère aussi par la même occasion que ça plaira à mes auditeurs qui, je pense, commencent à avoir l'habitude que j'accueille comme ça des fois des pépites dans mon podcast, parce que c'est un peu des choses qui sortent du contexte, mais moi c'est des choses qui me font plaisir. Et voilà, je dis ça, mais ça me tenait à cœur. Et je sais pas donc si Jacques-Marie, t'as autre chose à ajouter pour la fin de ce podcast. Moi, je sais, éventuellement, tu m'avais dit, ça c'était en privé, mais ça peut aussi être en lien directement avec la volcanologie, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, sachant que tu fais encore des expéditions, il faut quand même en avoir sous le pied. Euh, tu pratiques, tu m'as dit que tu faisais du sport. Qu'est-ce que tu fais exactement comme type de sport? Ah ben, disons que je suis fasciné par le sport, c'est mon autre passion à part le volcan, mais alors pas en tant que professionnel, mais je suis admirateur des grands champions sportifs depuis tout le temps. D'accord. Moi, mon idole, c'était Jacques Anquetil, qui était un très grand cycliste. Donc moi, ma passion, c'est le vélo, à regarder ou à faire. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai fait beaucoup de cols dans les Alpes, le Galibier, l'Alpe d'Huez, tout ça, mais à mon petit niveau. Donc j'ai pas un niveau de sport de champion, mais j'ai touché à pas mal de sports. Bien sûr, le ski, vu que je suis grenoblois, le ski de fond, un petit peu de rando, voilà, etc. Donc c'est vrai que pour être volcanologue, il faut avoir une bonne santé pour grimper, porter des sacs, tout ça, mais pas besoin d'être champion olympique. Donc voilà, je veux dire, s'il y a des Mhm. jeunes qui veulent faire volcanologue, garçons et filles, il faut être en bonne santé, voilà, mais il faut pas être un champion olympique, hein, c'est deux choses différentes, hein, voilà. Oui, oui, vive le sport. Alors bien sûr, maintenant, bon, bah, j'ai quand même pris des années, donc je suis moins performant que j'ai jamais été très performant, mais avant, quand même, je faisais plus que maintenant. Mais Mhm. bon, maintenant, il faut faire avec son niveau, tout ça. Et également dire en conclusion que moi, je parle de volcan. Le volcan, il est ni gentil ni méchant. On parle beaucoup de catastrophes. Alors là, ce que je regrette un peu par contre avec les médias, c'est qu'on m'invite uniquement quand il y a des catastrophes, Mhm. alors qu'ils peuvent être humaines ou pas. Donc il y a toujours des dégâts. Parfois en Islande, bah, il y a des gens qui ont leur maison abîmée, tout ça. Donc c'est jamais très gai. C'est très rare qu'on m'invite à discuter vraiment de volcans en dehors d'éruptions. Or, j'aimerais bien aussi prendre le Mhm. temps, bah, comme on fait ici en ce moment ensemble, tu vas te parler des volcans plus tranquillement, Bien sûr. pour dire que le volcan, paradoxalement, il peut être aussi être utile, il n'est pas que négatif. On dit en Islande, les gens vivent avec leur volcan, c'est compliqué tout ça. Je dis oui, mais pas de volcan, pas d'Islande. L'Islande a été faite par les volcans, grâce aux volcans, tu dis que volcanique, et les volcans agrandissent l'Islande, il y a plein d'îles qui sont faites par les volcans. Le volcan, il peut être utile, il est source de matières premières, il est source d'énergie, il est source de paysages. Donc tout ça pour dire que le volcan n'est ni gentil ni méchant, il fait partie de l'écosystème, et qu'il y a des planètes qui sont mortes qui n'ont plus de volcans, et que le fait qu'il y ait des volcans sur Terre, c'est que la Terre est vivante, elle est plutôt en bonne santé, elle est belle, profitons-en, protégeons-la. Mhm. Ah, c'est un beau mot de la fin, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est important que tu précises ça, effectivement, parce que c'est vrai que oui, on a trop tendance à mettre en avant ce type de phénomène-là lors des bad news, entre guillemets, j'ai envie de dire, lors des moments où il y a des catastrophes, etc. Donc je suis content que tu aies pu justement parler, et qu'on ait pu échanger justement autour de ce sujet-là, sans forcément parler des choses négatives avant tout des volcans, mais aussi surtout en savoir plus dessus. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai peut-être éventuellement une petite question de la fin. Alors c'est une question que j'ai encore jamais demandé parce que je l'oublie à chaque fois. C'est une petite question, voilà, bonus que j'aimerais placer maintenant en fin d'épisode. Euh, Quels seraient tes... Alors c'est peut-être un peu trash hein, comme question, hein, je sais pas, ton avis m'intéresse hein, justement parce que je l'ai jamais posé, mais c'est quand même une question qui m'intéresse et qui est complètement à part du domaine du volcan. C'est vraiment une question purement
humaniste. Je sais pas si humaniste se dit. Euh, Quels seraient tes derniers mots si, par exemple, aujourd'hui, tu te retrouves sur ton île mort, quels seraient les derniers mots, par exemple, que tu prononcerais? Ben, c'est difficile. Ben, Je sais, c'est non, assez ben, je trash, crois que mais ouais, c'est difficile à dire. Ben, je crois que je ne vais pas me plaindre de la vie que j'ai eue. J'ai eu de la chance. Bah écoutez, je crois que je sais pas ce qu'on a, bah, je pense qu'on pense à soi. Bon, pour soi, on se dit voilà, bah, c'est passé, c'est fait, c'est comme ça. Penser également aux autres, dire que voilà, bah, moi je crois en l'homme, je crois en l'homme, à la femme, en l'humain. Je suis pas que pessimiste. Et d'ailleurs, tu as compris au cours de cet entretien que à plusieurs occasions, j'ai parlé du génie humain, j'ai parlé que des gens avaient mesuré le tour de la Terre il y a 2000 ans, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'on a trop tendance aujourd'hui à être pessimiste et à mettre en avant les mauvaises nouvelles. C'est vrai que dans les médias, les mauvaises nouvelles sont souvent mises en avant et les bonnes, elles passent un peu à la trappe, un peu à l'as. Et dire ben, qu'on peut faire confiance aux humains et que voilà, c'est vrai qu'il se passe des choses pas belles sur Terre, mais il y a aussi des choses qui sont belles et que voilà, bah, croire à l'humain que voilà que ça se passe bien pour tous et que souhaiter pour chacun et souhaiter que chacun puisse vivre sa passion, puisse être bien, puisse vivre. Tous les métiers sont beaux. Il n'y en a pas plus que d'autres. Que chacun voilà, soit bien dans ses chaussons, dans ses baskets, dans sa vie. Voilà, donc transmettre un message de sérénité. Voilà. d'accord. Bah, très belle mentalité du fait que tu vois le monde sous cet aspect-là et surtout que j'ai l'impression, acceptes de la manière dont comment l'homme évolue. Et moi, je l'ai vu ne serait-ce que lors de notre invitation ou lorsqu'on s'est eu au téléphone. Tu as été très favorable à mon projet qui est celui du podcast, qui beaucoup, je pense, peut-être ne serait pas forcément bah voilà, derrière la personne en question, de lui dire c'est bien ce que tu fais, etc. Enfin, c'est une très belle mentalité, je trouve, et c'est quelque chose Oui, qui. bah écoute, moi ça fait plaisir de voir un jeune comme toi qui est aussi qui a une passion. En plus, ce que tu fais, tu le fais bien. Et du coup, c'est très rare que je donne pas suite à un projet. Quand quelqu'un me propose quelque chose, que ce soit voilà, j'essaye toujours au moins d'avoir un contact téléphonique, de discuter. Après, ça, des fois, ça aboutit pas toujours à quelque chose, mais je Bien ferme sûr. pas la porte parce que c'est vrai que on a toujours à se dire, à échanger et que voilà, l'humain passe toujours avant les réseaux sociaux, avant Internet, se parler par téléphone ou pas même directement, c'est important. Donc, Mm. je pense pas avoir fait capoter un projet, quoi que ce soit au cours de ma vie et j'essaye toujours de suivre. Alors parfois, après, ça aboutit pas, mais au moins, on essaye. Voilà. Donc, Bien dans sûr. notre cas présent, ça aboutit. Et moi, ce que je veux dire, bah, c'est sympa de voir aussi qu'un jeune sort un petit peu des sentiers battus, essaye de créer quelque chose. Voilà, du porte à bout de bras ton projet. Ben, voilà, donc j'espère qu'il sera suivi par le plus grand nombre. Non, bah c'est très gentil, Jacques-Marie, de ta part, et puis bah voilà, on va marquer la fin de cet épisode. C'est très gentil encore une fois à toi d'avoir accepté l'invitation. Juste avant que je termine l'enregistrement, Jacques-Marie, reste avec moi, ne pars pas de l'enregistrement tout de suite parce qu'il faut que tes pistes, tes audios, tes vidéos se synchronisent pour que je puisse les récupérer et les télécharger. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, bah moi je vais vous laisser en l'occurrence. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère encore une fois que voilà, ça vous a plu, ça sort de l'ordinaire. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment sortir de ma zone de confort déjà, parce que c'est pas non plus, on va dire, évident voilà, de parler de ce genre de sujet en question, parce qu'il faut faire des recherches en amont, etc. Et de pouvoir échanger avec des personnes comme Jacques-Marie. En tout cas, voilà, en espérant que l'épisode vous ait plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, votre meilleur pouce bleu aussi sur YouTube, et puis là où le podcast est diffusé, voilà, donnez le maximum de force, et puis on se dit à une prochaine, nous, pour un solo comme d'habitude. La bise les amis, salut.